C'est un nouveau cycle pour l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode de Retour du Stade. Pas d'introduction rigolote cette semaine car l'heure est grave les amis. L'institution olympique de Marseille et l'institution Retour du Stade ont chacune subi un départ ces derniers jours. Alors on va évidemment évoquer la fin de l'ère de Zerbi dans quelques instants, mais on ne peut pas démarrer l'épisode sans dire un petit mot pour Marouane. Alors ici, contrairement au coach italien, pas de « si c'est moi le problème, je peux partir », pas de Maxime va prendre une douche et appelle ton agent, ou encore de Opti est venu manger à la maison mais jouera désormais avec la réserve. Il est simplement pris par de nouvelles obligations professionnelles et personnelles. Et évidemment, on l'embrasse et on lui souhaite le meilleur dans ses projets. Mais du coup, messieurs, Opti, Younes, je me tourne vers vous. Il nous fallait trouver un nouvel homme fort, un quatrième, pour que ce ne soit plus un triangle magique, mais bien un carré magique. Et on sait, pour le coup, la cellule de recrutement, toutes les données étaient assez unanimes sur un profil, si je ne dis pas de bêtises. Alors déjà juste un petit mot pour Marouane, effectivement, et je pense que pour ne rien trahir, on peut dire que Marouane avait pris sa décision qui était le fruit d'une réflexion un peu plus longue avant l'annonce de De Zerbi. Ce n'est pas dans le sens De Zerbi part, donc Marouane a l'impression de perdre un opposant et se retire de la bataille. Il n'y a normalement aucun lien. Non, normalement, il n'y a aucun lien, parce que lui nous l'a annoncé avant. Effectivement, déjà, merci à lui, parce qu'il était à l'initiative de ce podcast, et on a passé des très bons moments ensemble, donc on l'embrasse et on lui souhaite bonne continuation pour la suite. Et effectivement, la cellule de recrutement était assez unanime. Quand Pablo, Mehdi nous disent qu'ils travaillent main dans la main, on a parfois des doutes. Là, j'ai le sentiment que c'était assez simple pour tout le monde, et ça s'est démontré très vite, puisqu'il ne nous a pas fallu très longtemps pour nous mettre d'accord. Je vais rejoindre Younes et Max sur le petit mot pour Marouane, parce que comme Younes l'a dit, il est à l'initiative du podcast, et c'est dommage que ça se finisse comme ça, mais on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et j'ai un peu de pression parce que je me demande s'il prend la parole en dernier, c'est pas à moi que revient l'honneur d'annoncer la recrue. On a un Respecte les rôles. A fait l'unanimité de la cellule data, de la cellule du scouting direct. On va demander à Max, qui est l'individu qui apparemment ne pouvait entendre qu'un oui à la proposition, d'annoncer le nom de l'individu. Mais alors, je préfère quand même préciser parce que quand Mehdi avait parlé du recrutement de Pavard, il avait dit que Pavard avait fait de gros efforts pour venir à l'OM. Ça n'a pas du tout été le cas ici. On a vraiment mis tout ce qu'on avait, donc on va peut-être presque ouvrir une cagnotte Tipeee pour compenser. Mais je crois qu'on peut l'annoncer et on a gardé le suspense jusqu'au bout. Eh bien, écoutez, c'est monsieur Alba Zalaza, notre ami, qui nous rejoint pour désormais officier tous les mercredis. Mon cher Alba, comment ça va? Écoute, ça va super. Content de rejoindre l'équipe, content de rejoindre cette belle aventure. Un petit mot déjà pour Marwan, parce que comme tu as dit, comme vous avez dit plutôt, il est à l'initiative de l'émission. Donc, je prends le relais, il y a une petite pression. Mais a priori, dans les datas, il y a beaucoup de percentiles vers bien pimpant. Donc, je crois que je suis dans une bonne période. Et franchement, ça fait plaisir de passer ce moment avec vous et on va pouvoir parler de l'OM, ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on t'a retrouvé dernièrement Exact. sur le Twitch de l'Olympique de Marseille quand même. Et on va continuer de te retrouver a priori sur au moins 1 ou 2 matchs d'ici la fin de saison sur les avant-matchs du Twitch. Pour ceux évidemment qui ne te connaîtraient pas. Mais je doute que ça concerne quand même beaucoup de nos auditeurs. Je pense que globalement, tu fais partie des personnages centraux S'ils me de la connaissent pas, fameuse ils vont me Team OM découvrir, écoute. qu'on aime à appeler. Je crois que je dis pas que des conneries. Exactement. Peut-être sur Twitter, oui, un peu, mais quand il y a un micro, c'est un peu plus sérieux. Donc, Et ce qui est bien, c'est qu'on t'accueille en plus dans une période assez calme. On peut faire les présentations en toute sérénité. D'ailleurs, on a bien écouté vos messages et vos retours sur les différentes capsules depuis la semaine dernière. Donc, ce sera une émission placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Comme disait Coubertin, l'important c'est de participer. 5-0 après tout, c'est pas si grave.
Donc voilà, ça va être un peu la thématique de l'émission. Et puis on va surtout essayer de comprendre ce qui a pu se passer dimanche et ce qui se passe depuis. Pour le moment, au moment où on enregistre, les noms sont en train de pop-up un peu partout concernant le futur coach et concernant ce qui pourrait se passer dès ce week-end à Strasbourg. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cette émission, il y aura des nouvelles un petit peu plus fraîches. Mais et peut-être que en pleine émission, on va aussi avoir une petite alerte foot mercato ou une alerte RMC Sport. On reste sur nos gardes. Pour commencer l'émission, peut-être le dernier domino avant le domino de fin qui a fait basculer Roberto De Zerbi hier, mais ce 5-0 encaissé ce week-end avant de faire un petit bilan RDZ. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce fameux 5-0 là? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? On va laisser la primeur de l'analyse à notre nouvel arrivant. Alba, vas-y. Comme ça, baptême du feu, on a connu mieux. Hein. Mais ouais, non, dans l'ensemble, déçu. Franchement déçu. La dynamique actuelle, elle faisait que tu n'avais pas déjà de base beaucoup d'espoir par rapport à tes derniers résultats, ton irrégularité, le fait que tu avais du mal à enchaîner. Là, tu allais au Parc des Princes face à un PSG qui était confiant. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Je cache pas que les derniers espoirs se sont évaporés quand j'ai vu la compo. J'étais pas très fan des choix, pas très fan de l'animation. Je me suis dit, bon, écoute, qui tente rien à rien. Et rapidement, dès le premier but, j'ai rapidement compris que ça allait être très, très, très compliqué, que ça allait être une très, très longue soirée. Ça s'est confirmé durant 90 minutes. Et beaucoup de déceptions. Et bon, on va pouvoir après rentrer dans les détails, mais celle-là, elle fait vraiment très mal. Younes, ce petit même sentiment, notamment par rapport à la compo. Est-ce que on avait dit la semaine dernière que c'était quasiment impronosticable de trouver le 11 du week-end. Au final, je pense qu'on n'aurait pas été loin, hormis peut-être la maladie d'Aguerd qu'on n'aurait pas pu anticiper. Mais globalement, on était plus ou moins sur ce qui était attendu. Ce qui était un peu plus surprenant, c'est peut-être les positions du coup de Greenwood, Nwaneri. Vous aussi, dès Ouais. le coup d'envoi, enfin, dès la compo, mauvais pressentiment? Mauvais pressentiment de la compo, non, parce que la compo était assez ambivalente à mon sens. Elle pouvait s'animer de plusieurs façons. Et en vrai, pour moi, il y avait une équation principale à résoudre côté PSG. C'est le facteur X Nuno Mendes. Je pense que quand tu prépares ton match contre le PSG, tu sais que tu peux passer des moments difficiles face à Dembélé, face à Barcola, face à Désiré Doué, qui sont des joueurs virevoltants, mais c'est des offensifs et c'est un peu la problématique que tu as chaque week-end par définition dans le football. Le facteur X du PSG, pour moi, c'est Nuno Mendes parce que c'est un latéral qui sait tout faire sur un terrain de foot et qui a la capacité à apporter du surnombre et du danger constamment. Donc c'est en ça que je savais pas trop comment ça allait s'animer. Je me suis dit, est-ce que du coup, pour verrouiller ce couloir gauche du PSG, donc ton couloir droit, t'allais prendre le parti de mettre Wea dans cette zone-là, comme on l'a vu, ou alors est-ce que t'allais du coup te dire que Wea passe à gauche, que Greenwood en 10 et Nwaneri à droite, c'est que Pavard aurait pour consigne entre guillemets de jouer comme un latéral de manière très simple dans une défense à 4 et de ne jamais participer offensivement pour rester et travailler avec le soutien d'un milieu de terrain ou d'un défenseur central à chaque fois. On a vu finalement qu'on est parti sur une défense à 5. Je comprends pas trop les débats, encore une fois, autour de la défense à 5, défense à 4. Moi, je trouve qu'on a alterné les deux cette saison. On a gagné des matchs de manière très significative et très intéressante dans les deux systèmes. D'ailleurs, Paris, tu les bats à chaque fois avec une défense à 5, donc tu reconduis le même système. Donc moi, non, pour répondre à la question de manière simple, non, la compo me met pas trop dans le doute, mais malheureusement, après la suite du match, je vais laisser au petit rebondir sur la compo s'il veut, mais la suite du match est un peu plus problématique. Non, moi, que ça soit la compo ou le choix des positions après le coup d'envoi, il n'y a rien qui me choque. Je trouve ça cohérent. La seule question qu'on aurait pu se poser quand on connaît RDZ, c'était est-ce qu'il va sortir Greenwood du 11? Et je pense que dans une série de résultats positifs,
il peut le refaire. Mais dans cette série-là, où c'était bon, ça a été son dernier match, mais avant le match, tu peux déjà te dire que ça pourrait être le dernier. Il a pas fait ce choix-là, ça s'entend. Et honnêtement, le match, quand tu commences, l'OM, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule dans le sens où tu arrives à faire tourner le ballon, tu arrives à le faire circuler et tu vois les bonnes choses que tu as été capable de faire. Après, le problème, c'est que dès que Paris a appuyé sur l'accélérateur et a commencé à attaquer, tu t'es vite rendu compte que si tu prenais tempête contre Bruges et contre même des modestes équipes sur les derniers mois de compétition, un Paris dans cette forme-là, parce qu'il faut le dire, au-delà du niveau défensif de l'OM, les Parisiens étaient un peu remontés à mon goût. Le fait qu'ils auraient été capables d'en mettre 6, 7, 8, même si bon, faut pas abuser, toutes les occasions font pas but dans un match de foot. Mais le fait qu'ils aient poussé autant, même à 4, 5, ça montre qu'ils étaient pas contents. Et après, ouais, tu es puni dès l'ouverture du score. En fait, elle arrive au-delà de Nuno Mendes. Tu concèdes une action que tu as déjà concédée contre presque toutes les équipes que tu as affrontées, c'est-à-dire une projection d'un arrière latéral adverse qui n'est pas suivi. Et quand c'est Alma Migori au PFC, tu marques sur la contre-attaque. Quand c'est Nuno Mendes, ça fait filoche au bout de 15 minutes et là, ça devient très, très, très dur. Justement, bon, et si, bon, je voulais vous poser la question, on va l'évacuer tout de suite. La question de la semelle et d'une éventuelle erreur d'arbitrage qui aurait fait basculer le match dans une autre sphère dès la 10e minute. Bon, on va pas faire 20 minutes dessus parce que je pense, sans dire que c'est un tout petit événement ou un non-événement, ou alors pour vous, c'est peut-être aussi quelque chose de très important, hein. Mais pour moi, il y a quand même une équipe qui était largement au-dessus de l'autre. Mais pour vous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on a vu des semelles du même genre être régulièrement sifflées, être régulièrement sanctionnées d'un carton rouge. Dernièrement, on a eu le cas à notre avantage, c'est-à-dire des semelles du même type ou des fautes sanctionnables qui ne l'ont pas été. Qu'est-ce que c'est le sempiternel débat de l'appréciation, et pour le coup la pièce est tombée entre guillemets du mauvais Moi, côté? non. Moi, je pense que, enfin, ça reste que mon avis, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion de la part de la VAR et de l'arbitre qui font que ils ont pris leur décision en âme et conscience. C'est pas, comme tu as dit, il y a des semelles qui sont sifflées de ce genre, qui ont donné des cartons rouges. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se disent, le contact, il existe, mais il est peut-être pas assez prononcé pour mettre un carton rouge. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais la faute, elle arrive hyper rapidement dans le match. Je sais pas si ça conditionne ou pas. Pour moi, elle arrive. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Parce que du coup, il y a un peu trois idées il y a trois possibilités à ce moment-là. C'est soit tu te C'est dis ça. la faute elle est pas assez évidente Ouais. et du coup tu mets pas rouge. Mm. Soit tu te dis on est à la 10e minute d'un classico et potentiellement tu mets pas rouge. Ou alors tu te dis il y avait peut-être faute une seconde avant pour Paris à l'entrée de la surface et je la siffle pas. Du coup celle-ci, allez, on essaie d'équilibrer un peu. Pour moi c'est gênant de le voir comme ça, mais Si la je troisième comprends partie, qu'il y en elle ait est qui aient prise en pu considération, l'entendre. pour moi, c'est honteux. Mais bon, après, c'est ma perception et je trouve que il n'y a pas lieu qu'une compensation existe parce qu'il y a une faute qui est pas sifflée. Donc j'espère, limite, j'exclus cette possibilité et j'espère qu'elle n'a pas été prise en considération. Parce que vaut mieux que tu te dises, limite, ça arrive trop tôt et on va pas gâcher le truc et la faute, elle existe. Mais allez, on va dire Vitinha, il glisse un peu sur la fin, donc potentiellement le contact il existe, mais on peut essayer de passer ça sous silence, que se dire que c'est une compensation d'une faute qui a existé et qui n'a pas été sifflée. Parce que là, on marche sur la tête et il y a aussi un devoir d'exemplaire. Bon, tu trouves pas mes mots. Bon, bref, ils se doivent d'être exemplaires. Si tu réfléchis comme ça, tu l'es pas. Et par contre, aussi, il faut rajouter qu'à 10 contre 11, je pense quand même que tu gagnes pas le match parce qu'on a déjà vu sur de nombreux classicos que en supériorité numérique, on n'a pas forcément gagné. Donc, au final, je pense que ça aurait pas changé grand-chose.
Ouais, moi, c'est ça, le paradoxe quand, il y a la scène qui se produit, c'est que, autant que dans une Mmh, configuration normale, tu as envie qu'il rouge parce que tu as envie d'évoluer à 11 contre 10. Là, honnêtement, contre le mmh, PSG, on l'a vu par le passé, c'est trop piégeux d'évoluer le PSG, à mon sens, à 11 contre 10. Et c'est paradoxal à dire, hein, je sais, ça peut paraître bête, mais tu as tellement préparé ton match à 11 contre 11 qu'à 11 contre mmh, 10, j'ai peur que ça te déstabilise plus qu'autre chose. Retrouver, du coup, les fesses entre deux chaises, à savoir, est-ce que tu dois reprendre beaucoup plus d'initiatives que ce que tu avais prévu? Est-ce que du coup, tu dois te découvrir un peu plus et tu resteras toujours dans la configuration où il y a des joueurs hyper menaçants dans la profondeur, que ce soit Barcola, que ce soit Mendes à nouveau, que ce soit Dembélé, et donc du coup que tu puisses prendre le risque de t'exposer et de finalement pas tirer d'avantage réel de ta supériorité numérique, et au contraire de subir les mêmes vagues que ce que tu aurais subi à 11. Donc honnêtement, j'ai pas boudé le fait qu'il ait pas mis de carton rouge, même si à mon sens c'en était un. Je vais faire bref parce qu'on en a déjà un peu parlé. Moi, ça m'a pas choqué, mais ce qui est choquant, c'est que en fait, comme tu l'as dit Max au début, c'est chaque semaine, tu sais pas. Les mains, tu sais pas, les semelles, tu sais pas. Ça glisse pas. Qui décide si ça glisse, qui décide si ça glisse pas. Tu peux te poser la question en tant que supporter marseillais, si c'est dans l'autre sens, est-ce que le rouge il est sifflé? Est-ce que le rouge est sorti ou pas? Il y a plein de trucs un peu chiants. Par contre, je vous rejoins sur l'inquiétude que ça aurait été de perdre à 10 contre 11. Et je me dis quand même que si Vitinha il saute, il y a déjà Fabian Ruiz qui est absent des terrains parisiens depuis un moment. Euh, il aurait refoutu Zaïre Emery au milieu et à droite, il aurait fait rentrer, je sais pas moi, un Zabarni qui aurait décalé Marquinhos, ou je sais pas ce qu'il aurait fait. La vérité, j'aurais pas dit non au match. Je pense qu'avec le rouge, on aurait pu faire un petit 6 sur 6 en Ligue 1 et ça, on n'aurait vraiment pas craché dessus. Contre le PSG, le 6 sur 6. Ça on saura Si jamais. on si on imagine que RDZ a failli à sa préparation de match, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, Younes, notamment sur le cas Nuno Mendes ou sur les offensives devant. Et est-ce qu'on peut lui imputer malgré tout le fait de pas avoir vraiment réagi ou d'avoir mal réagi? Pouvait-il faire mieux entre guillemets à un moment donné? À la mi-temps, le score il est déjà presque irréversible, mais la manière et ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, notamment dans les attitudes, était pas encore arrivé. Donc, comment vous voyez ce match-là sur le fil continu des 90 minutes? Moi, j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, il y a eu un relâchement terrible dans les attitudes et Et pas de tout le monde pour le coup. pas de tout le monde, mais on peut presque dire, pour certains en tout cas, faute professionnelle, parce que quand bien même t'en prends 3 contre le PSG, ou 4 ou n'importe, à un moment, il y a quand même des attitudes peut-être à pas avoir dans ce genre de rencontre. Mais en fait, j'ai pas senti une équipe, ni sur le terrain, ni sur le banc, capable à aucun moment d'avoir et la bonne lecture et la capacité d'inverser, ne serait-ce que sur un quart d'heure ou 20 minutes, une partie du momentum. Et Rapport de force. ouais, et c'est peut-être ça qui m'a fait flipper, c'est de me dire, ils ont très vite tous baissé les bras, quoi. Bah, sur l'approche du match, si on parle de l'aspect défensif, encore une fois, j'ai l'impression que les torts sont partagés. Quand tu prends l'action du but, j'ai du mal à savoir si c'est parce que Roberto De Zerbi a mal préparé son match ou si c'est parce que, encore une fois, on est trahi par des défaillances individuelles, et j'ai plutôt tendance à pencher pour la deuxième option parce que tu as une action similaire qui se reproduit à la 30e minute. Alors, je sais pas s'il y a eu un ajustement entre le temps ou pas, mais ça me semble quand même beaucoup plus cohérent dans la façon de gérer Nuno Mendes, où pour le coup, tu as jusqu'à la moitié du terrain Nwaneri qui le suit et Balerdi qui reprend le marquage ensuite. Et ça aurait dû être fait par Pavard sur le premier but, à mon sens. Et on voit très bien sur l'image, il y a un beau ralenti qui est sorti où on a un vue vol d'oiseau derrière le but du PSG où tu vois très bien la séquence. Et tu vois bien que Pavard est encore une fois un comportement coupable, que derrière Balerdi aussi ne fait rien de bon sur l'action, ni dans la façon de faire remonter le bloc s'il veut tenter de jouer le hors-jeu, ni dans la façon de sortir pour aider si besoin, ou alors ne serait-ce que dans la manière de couvrir le fait que Pavard est dézonné et soit recentré un petit peu, que Weah est déjà occupé sur Barcola. Donc encore une fois, il y a beaucoup de choses individuellement qui me semblent assez aberrantes sur cette action-là,
Les buts qui viennent après, bah, on a un festival de Leonardo Balerdi qui nous met un quadruplé sur ce match. Là, par contre, où j'en veux à des arbitres sur le plan de jeu, c'est que j'ai jamais compris quel était le plan de l'OM pour attaquer. En fait, j'ai aucune façon aucune façon claire qui est ressortie sur le match où je me suis dit: «Tiens, je comprends en fait quelle est la stratégie pour attaquer». C'est ça qui me dérange le plus pour le coup, c'est d'arriver au parc sans réel, plan de jeu pour attaquer. Non, moi je suis d'accord. Franchement, je trouve que autant il y a eu des matchs face au Paris Saint-Germain où on a montré un visage positif, même si voilà, des fois tu perds, ils sont meilleurs que toi, etc. Mais tu arrives avec des intentions. Là où je rejoins Younes, tu avais un peu l'impression que ben, si on arrive à ressortir le ballon, on passe à nos offensifs et on espère qu'ils vont faire quelque chose. Mais dans l'idée, c'est rare qu'on arrive vraiment. Autant, comme j'ai dit, on a fait des matchs, ils n'ont pas été bons au parc ou face au PSG de manière globale. Autant sous De Zerbi, même l'année dernière où on joue en infériorité numérique, on a vocation à essayer de faire des choses. Et là, rapidement, tu as l'impression, ben, de un, qu'on a baissé les bras et deux, il n'y avait pas de plan clair. Après, si on rentre vraiment sur de la tactique pure et voilà, mettre autant de joueurs dans une configuration, ben, que ce soit Greenwood ou Nwaneri, ça a été trop compliqué de les faire cohabiter. Et après ça, on pourra en discuter, mais je pense que le problème offensif il part de là. Et après, tu l'as payé pendant toute la première mi-temps. Après, il y a des ajustements, mais c'était déjà trop tard. Ben, Greenwood Nwaneri, c'est un problème que va se récupérer le prochain entraîneur. Mais quand tu voyais la première de Nwaneri, tu te disais, enfin moi en tout cas, je me disais, le seul monde où les deux cohabitent, c'est le monde où le couloir droit Ouais. avec le ballon, tu le files à Greenwood. Le problème étant, c'est que le couloir droit de l'Olympique de Marseille depuis le Mm. début de l'année, tu l'as donné à Weah et tu vas lui dire, enfin, si Nwaneri arrive, tu vas essayer ce que je dis là et tu vas dire quoi à Weah? Tu vas lui dire dégage du 11 alors que c'est un exemple dans l'attitude sur le terrain, c'est un exemple en dehors du terrain. C'est triste à dire, mais je me dis que si ce mec-là est pas là, peut-être que ça pète, enfin, peut-être que la cassure, elle a eu lieu plus tôt parce que franchement, le mec a l'air exemplaire de fou. Donc moi, c'était une interrogation et un truc qui allait m'intéresser avec RDZ. On verra avec le prochain coach, peut-être c'est impossible de se projeter parce que tant les coachs et les animes qui pourront proposer seront différentes, tant la problématique sera pas la même. Mais ça aurait été un truc qui aurait été intéressant à suivre de la part de l'OM de RDZ sur la fin de saison. Et malheureusement, on n'aura pas eu de réponse. La seule réponse qu'on a, c'est que à court terme, c'était trop dur. Et parce que sur le plan de base, quand tu vois les deux et que tu vois que tu es à 3 derrière, tu te dis bon, il va foutre Greenwood à gauche parce que ce mec-là, il a les deux pieds et il va mettre Nwaneri à droite. Sauf que Greenwood, autant qu'il a porté l'OM parce qu'il est au-dessus, fait un peu ce qu'il veut. Et des fois, c'est un peu un poison. Alors, Bah, c'est pour ça que, enfin, je trouve qu'il faut mettre le match du PSG à part. Et de toute façon, on le sait, dans ton calendrier de la saison, c'est toujours un match à part contre le PSG. Moi, la problématique Greenwood, Nwaneri, Weah, honnêtement, j'avais pas trop de doute sur le fait que tu puisses les faire cohabiter ensemble. Les meilleurs matchs de Greenwood cette saison, et de manière générale, c'est quand tu lui laisses cette liberté d'être un électron libre, de pouvoir partir du côté droit, mais de pouvoir tuer des ballons dans le cœur du jeu, de même les parfois le meilleurs, je suis côté gauche. d'accord. Et les pires aussi. C'est-à-dire? Non, le problème, non, bah, pour moi, les pires, c'est quand il démarre le match officiellement en 10, pour le coup. Mmh. Et ça, c'est les matchs, effectivement, et c'est tout le paradoxe dont j'ai déjà parlé, je pense, plusieurs fois, mais c'est quand il commence en 10 le match, il fait des matchs pas très bons, en tout cas, j'en ai pas en tête qui m'ont particulièrement Bah, tu as marqué. l'Atalanta quand même, mais Mais ouais, ouais, il démarre beaucoup à droite quand même contre Atalanta. Donc moi, la configuration, j'y croyais parce que tu pouvais avoir cette permutation d'avoir par exemple Nwaneri en 10 et Greenwood officiellement à droite, mais qui dézone autant qu'il le souhaite. Et chaque fois que Greenwood dézone, bah t'as la chance d'avoir quelque chose qui ressemble à son jumeau un petit peu dans la zone, avec ballon et sur le potentiel uniquement, si on juge que ça, parce qu'à mon avis, il a des années-lumière encore de Mason Greenwood. Et t'as toujours la liberté d'avoir un Weah dans ton couloir comme piston ou comme latéral. Enfin honnêtement, à part contre le PSG où je trouve que c'était malvenu d'avoir Greenwood et Nwaneri sur le terrain, c'est le match qui faisait exception à mon sens, où tu aurais dû faire un choix et naturellement bencher Nwaneri, parce que sur un match où tu joues un petit peu ta peau, forcément t'as envie de faire jouer celui qui l'a sauvé plusieurs fois.
Mais pour les autres matchs et la configuration Ligue 1 qui est celle qui va t'attendre pendant les prochains mois et prochaines semaines, honnêtement, j'avais pas de doute sur le fait que tu puisses faire jouer les trois. Est-ce que la présence de Nwaneri, elle s'explique pour vous uniquement pour des raisons tactiques ou parce que c'est de notoriété publique, donc on peut en parler. A priori, dans le contrat, j'ai pas, enfin, les critères n'ont pas été tous donnés, mais la grande consigne, c'est plus tu joues, moins tu le payes. Je sais pas si c'est en termes de temps de jeu, en termes de titularisation, en termes juste d'entrée en jeu, mais on peut se poser la question du nombre de titularisations, par exemple, pour s'assurer du coup qu'il joue au moins 45 ou 60 minutes. Est-ce que ça peut pas expliquer le fait que, comme vous le disiez, peut-être que lui, pour plein de raisons, n'avait pas vocation à être l'un des premiers cochers, il l'a finalement été avec Moi, si je peux. toutes les problématiques qu'on vient Vas-y, d'évoquer. Younes. Pour moi, non, parce que juste 2 secondes, Alba, j'ai une réponse super courte, mais pour moi, non. J'ose espérer quand même que ta situation financière n'être pas dans la position où tu sois à 90 minutes près. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est le seul match où tu dois choisir entre Greenwood et Nwaneri. Pour les autres matchs, j'ai aucun doute sur le fait que tu puisses les faire cohabiter. Donc, je pense qu'à un match près, j'ose espérer que financièrement, on pouvait se permettre de lui faire rater un match. Donc, Euh, pour moi, non, mais J'espère aussi que non. Alba, je sais pas si t'as un avis. J'espère que non. Mais là où moi j'ai une interrogation qui est finalement arrivée, c'est que je trouve que, enfin, De Zerbi depuis qu'il est là, il a fait beaucoup d'ajustements par rapport à son collectif, mais aussi pour que Greenwood se sente bien et aussi tu fais en sorte d'occulter le plus possible ses défauts. Donc De Zerbi, ça c'est un truc qu'il a très souvent mis en place, je trouve. Mais là, contre Paris, j'avais l'impression qu'il a complètement bazardé, il a tout oublié le joueur que Greenwood était, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, pour aller l'envoyer dans un poste enfin, où clairement il n'était pas à l'aise. Et où là, où je me dis, toute cette gymnastique qu'il a été amené à réaliser pendant 18 mois pour limiter les défauts de Greenwood, pour qu'il soit pas forcément visible et que lui aussi soit pleinement épanoui, ben là, je trouve qu'il s'est mis dans une difficulté. Je me dis, ça peut pas être conditionné par un aspect tactique parce que, enfin, je vais pas dire que ça n'a pas de sens, mais presque, dans l'idée. Alors, j'ose espérer qu'il y avait vraiment une réflexion derrière et que c'est pas à cause de Nwaneri, mais franchement, il y a beaucoup de questions moi, que je me pose sur ces choix-là. Bon, on n'aura jamais de réponse au final, mais j'ai trouvé ça étrange, vraiment très étrange. Ben, vient l'interrogation Peshao parce qu'il me semble que sur les dernières confs de RDZ, il avait dit qu'il était un peu touché, un peu affaibli. Mais tu te dis, bon, schéma avec trois offensifs plutôt axiaux. Thiagouri qui est un joueur pied, Greenwood qui est un joueur pied. Si tu en mets un troisième, tu te dis, bon, je vais chercher un mec qui est capable, bon, déjà que tu préfères ne pas toucher dans les pieds parce que tu préfères que ça soit Gouiri et Greenwood qui le touchent et qui est capable d'être une masse dans la profondeur. Et les prochains podcasts seront sûrement en théâtre de petites confrontations avec mon ami Alba. Mais tu vois, sur ce match-là, tu dis, c'est Peshao qu'il faut foutre. Tu dis Peshao, s'il est pas touché, il est obligé d'être là. Ou à la limite, Oui, invente-moi Aubame, Gouiri, Greenwood. il t'en faut un. Mais qu'est-ce que tu me fous que des. Ouais, Ouais, exactement. qu'est-ce que tu me mets que des joueurs. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que le plan me choquait pas, mais je me dis quand même, genre, le seul truc qui m'a fait tiquer, c'est qui va attaquer Ah. à la limite, tu te dis à droite, Ouéa, il va se projeter. Ok, lui, il va attaquer la profondeur, il va manger sa ligne, il va faire des crosses verticales. Bah, il a Mais pas, de l'autre c'est côté, pas il y a son qui? registre. Emerson, il a pas le volume. C'est pas son Oui, registre. exactement. Et il a d'autres trucs à Euh, faire sur ce match-là Et, aussi. ouais, et c'est pour ça que dans l'animation que j'évoquais tout à l'heure, où je m'interrogeais quand je vois la compo, c'est que la configuration d'avoir Oué à gauche, pour moi, c'est ce qui permettait d'avoir la profondeur, et c'est presque celle que j'espérais. J'étais prêt à concéder le fait de ne pas avoir Oué dans le couloir droit, même si c'est notre bicyclette, et il aurait peut-être pu aider sur Nuno Mendes. Mais au final, Oué, il était au marquage de Barcola pendant tout le match, donc il n'a même pas servi à canaliser Nuno Mendes. Et tu t'es privé de Weah côté gauche. Si tant est que Peshao soit gêné ou touché, honnêtement, quand je vois son entrée en jeu en deuxième mi-temps, j'ai pas le sentiment que c'était un joueur qui était touché. J'ai trouvé plutôt explosif avec ballon. Il y a quelques phases de jeu, bon, c'est des séquences isolées, etc. Donc ça ne veut rien dire. Mais athlétiquement et physiquement, j'ai pas senti un joueur qui avait l'air diminué. Donc il aurait pu jouer, par exemple, ne serait-ce que la première mi-temps, tu vois. ben,
Mais moi, il m'a fait la même impression que contre Bruges, Peshao. Parce que moi, contre Bruges, ok, tu te tapes la honte et tout, mais il fallait marquer qu'un but ce soir-là quand même. Pour éviter la désillusion, il fallait marquer qu'un but. Et je me rappelle dans l'entrée de Peshao, je me dis, je connais pas lui. En fait, lui, parce que faut se rappeler de l'entrée. C'était une pile, et quitte à perdre la balle, chaque action, je vais pilonner avec mes défauts, mes qualités. Mais surtout, il m'avait choqué. Je me dis, tout le monde est dans la tourmente de Ouais, fou. il était Et lui, pas, je sais pas, il j'avais était hors l'impression collectif, en fait. Il est rentré pour faire son truc. il était à part. On dirait Voilà. c'était un joueur de Bruges. Genre, je sais pas comment, dans la mentalité, genre Ouais, dans le ouais. terrain, pas dans le fait qu'il jouait mal, hein, mais dans le fait, lui, il était, dans, Ouais, lui, le ouais, match, c'est il ça, il y avait était, pas de je sais score. pas, Il n'y avait Exactement. pas de score. Il n'y avait pas de score, surtout ouais, pour il y le avait match. pas de score, il y avait pas de, Même contre le PSG, quand il rentre, tu vois, le match est déjà plié. Et pour lui, t'as le sentiment qu'il n'y a pas de score. Il est rentré pour faire des trucs et il va les faire, peu importe ouais, l'évolution ouais. du score et peu importe ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il est capable de reproduire ça 0-0 en début de match face à une défense plus concentrée, etc. Ça, en vrai, Mm. c'est un facteur que j'ai pris en compte aussi. Je me dis, est-ce que quand il commence titulaire, il peut te faire ça? Et on a vu sur beaucoup de matchs de saison que quand il commence titulaire, bah, t'as pas forcément ces visages-là de Peshao et qu'il le montre plutôt quand il rentre en jeu face à des adversaires fatigués, peut-être qui ont baissé aussi un peu le curseur de concentration parce que le match est scellé. Donc ça, malheureusement, on n'aura pas la Mais réponse, je pense. est-ce que c'est pas une question d'urgence aussi? Se dire, bon, d'habitude, je dois recycler et mon équipe est une équipe de Ouais, là, c'est la recyclage, je course contre recycle. la montre un peu. Et Ouais, là, en vrai, c'est plus l'heure de recycler. C'est plus l'heure de recycler, tabassons. Genre, voilà, je vais y aller. Donc, moi, ça m'intéresse pour le coach qui va arriver, de voir quel Peshao on peut voir. On a parlé des offensifs, on est obligé de parler des arrières, ou en tout cas de la base défensive, qui a failli. Alors je te vois, mon cher petit, t'as pas envie qu'on en parle, mais on va faire 5 minutes rapidement. On a dit aujourd'hui c'est good vibe, donc on va essayer de calmer, on va pas trop incriminer Pavard et Balerdi, mais justement, on a beaucoup ciblé. En fait, ils ont tous été ciblés parce qu'ils ont tous été crapuleux sur ce match-là. Ils ont tous été ridicules et c'était difficile d'en sauver un. Mais est-ce qu'il faut tous les pointer du doigt? Est-ce que c'est l'animation qu'il faut pointer du doigt? Est-ce qu'on doit juste dire chapeau Paris? Parce qu'après tout, encore une fois, on est un podcast good vibe et bravo messieurs, on a perdu contre meilleur. Mais j'ai toujours l'impression qu'on cherche des boucs émissaires et que ça occulte un peu des problématiques qui sont plus larges. Je vais me permettre d'intervenir en premier. Sur tout ce qui est transition, combinaison parisienne que tu n'arrives pas à gérer, moi, je suis d'avis de pointer le collectif. Et il y en a deux. Je sais qu'il y en a un qui est sur toutes les photos, qui est patati patata. Je veux bien, ok, ouais. Mais moi, celui qui me choque dans ce match-là, c'est pas lui. C'est le mec les gars, c'était une victime de five de quartier, de City de quartier, Pavard sur le match. Le nombre de fois où il pite sur des feintes de frappe. Et le plus drôle, c'est quand tu vois les séquences d'avant-match où. En leader, il était là en leader. Il prend les gens, il prend la tête des gens entre ses mains. Il leur parle vraiment les yeux dans les yeux. Le paradoxe entre ces images-là et son match, c'est de la folie, genre. Parce que, en fait, non, honnêtement, hein, je suis à sa place, je simule une blessure. Tu peux pas rester sur le terrain, faire rentrer. C'est pas possible. Tu peux pas te faire, parce qu'il s'est fait, je vais utiliser des mots normaux, il s'est fait. Et en vrai, normaux, il s'est fait assassiner pendant 90 minutes. C'est pas la première fois. Après, il s'est fait assassiner, c'est lui qui donnait les balles à chaque fois pour se faire assassiner. Moi, la première action pour le coup, parce que forcément, quand tu as le diffuseur en avant-match qui te fait un gros plan sur Pavard qui harangue ses coéquipiers comme un leader, celui que tu penses avoir recruté, tu te dis, bah tiens, je vais avoir un petit œil sur lui. Premier duel, je vois que Barcola prend la balle sur la ligne de touche, que Pavard est déjà en recul frein, il est à 3 mètres de lui, et qui recule en gardant cette distance de 3 mètres au cas où Barcola est malade et qu'il veut pas se faire contaminer. Je me dis, toi, je crois que tu m'as menti. Et ça a pas manqué, parce qu'au final, tu regardes son match, au final, il est à distance tout le temps de son adversaire. Mais à distance, c'est pas 1 mètre. C'est 2 mètres. Younes. Mais il est, à partir du moment où sur le premier ballon, parce que c'est lui, je crois, quand le ballon, ça fait une passe appuyée à Barcola, il met le pied en opposition, ça passe au-dessus de lui.
À partir de là, le match, c'est pas lui qui se la prend pas celle qui est dans le camp parisien, celle qui est vers notre camp où Non, il non, lui ah non, c'est pas lui il qui lui se met la un prend, petit celle-là? pont, c'est Awea qui met le petit pont. Non, pas le petit pont, le petit par-dessus, c'est à lui qui le met? Ah, mais non, mais ça c'est après. Non, non, c'est vers la 20e ou un truc comme ça. Non, non, c'est pas la première. Oh, la première action, c'est le magnifique contrôle. En gros, la copie du but. Sauf que l'appel, il est fait par Vitinha et pas par Nuno Mendes. Et c'est un long ballon pour Vitinha qui prend l'espace dans Ouais, le c'est bon, dos c'est de bon. Pavard Weah, contrôle un porte-manteau, il sert Barcola, il vient C'est bon. percuter Pavard. Là où tout défenseur normal va chercher à éviter à ce que l'ailier parisien et de surcroît Barcola prenne de la vitesse, 2 rentre dans la surface. Lui, il fait tout l'inverse. Il se recule de 3 mètres, prend de la vitesse, mon grand, vient me perforer, et vient dans la surface, je tiens un vis. Après, il m'a un crochet, c'est vrai de dire qu'il vient gêner un petit peu, et Barcola, qui ça frappe, elle va à côté. Déjà, à ce moment-là, je me dis, bon, ok, toi, a priori, tu nous as menti. Et tout le reste du match, ce que je disais, c'est que ça a été que ça. Et pour moi, en vrai, en tant que supporter, je me sens bien plus insulté par une performance comme ça, d'un joueur qui te ment droit dans les yeux et qui te dit clairement compte pas sur moi aujourd'hui, moi je suis là pour me cacher. Et ça a été le cas de beaucoup de fois cette saison. Je l'ai déjà dit que même au tout début de saison, je disais que pour moi, à mon sens, il bénéficiait beaucoup de l'arrivée d'Aguerd et qui était dans la poche d'Aguerd et que dès qu'on complémentait Aguerd, on mettait Pavard dans l'eau sans trop savoir pourquoi. Mais quand tu regardais de plus près, c'était vraiment un comportement de lâche qu'il avait. Je me sens beaucoup plus insulté par ça que par le match de Balerdi. Balerdi, en vrai, il est catastrophique son match. Il est nul, mais il a été nul. Il s'est pas caché, il n'a pas trahi, il n'a pas triché. Il fait des erreurs stupides parce que c'est du Balerdi dans le texte. Il est, je pense, toujours sur l'action d'après et il a des sautes de concentration qui sont très pénibles et très gênants pour son âge. Ça c'est pas nouveau effectivement. Mais au final, quand tu regardes les bourdes qu'il fait, c'est parce que il veut avoir une intervention propre et relancer bien derrière, et il laisse partir de Dembélé et il intervient plus jamais après. Le contrôle raté qui offre un but, la gestion de la couverture, comme je disais sur le premier but, qui est pas bonne. C'est des erreurs, c'est des choses où tu te dis il est passé à côté de son match, il est complètement en l'air et voilà, tu lui en veux pas. Mais Là Pavard, où c'est je autre chose suis pour moi et c'est beaucoup plus pas grave. totalement d'accord avec toi, Younes, et je te laisse rebondir après, Alba, là-dessus. Pour moi, le match de Balerdi et celui de Medina, et notamment la fin de match, elle vient un peu gâcher tout ça. Dans le sens où je suis assez d'accord sur le fait que Pavard, et on l'a dit ici, de toute façon depuis le début, c'est plus ou moins une erreur de casting, et c'est une erreur de casting beaucoup trop chère, beaucoup trop clinquante. Le mensonge, il est même dans le CV que tu ramènes à la dernière minute pour faire un peu, pour adoucir une fin de mercato qui a été faite à la hâte, etc., après la sortie de Rabiot. Mais les comportements purs de Medina et de Balerdi qui haranguent les tribunes du parc, qui haranguent les joueurs adverses pour te faire martyriser et victimiser comme ça derrière, moi, ça me pose un vrai problème parce que j'ose imaginer qu'on a besoin de joueurs comme ça et que à un moment donné, ça peut te permettre sur certains matchs justement d'aller chercher un supplément d'âme, d'aller chercher des joueurs qui sont moins dans le duel, moins dans le contact physique, moins dans la provoque, que ça peut équilibrer un peu, que ça peut faire péter les plombs à des joueurs adverses, etc. Mais dans ce genre de rencontre à sens unique où tu te fais laver à chaque fois que les mecs passent dans ta moitié de terrain ou prennent la profondeur et que tu gonfles quand même les pectoraux face à eux, et à un moment donné, il y a un temps pour tout. Moi, je veux bien qu'ils se chamaillent sur 32 journées sur 34. Mais quand tu te fais laver par le PSG, et on sait que ça peut arriver 2 fois par an, je trouve Ouais, ça mais inadmissible un peu d'avoir ce ça, comportement-là. ça, je te rejoins volontiers, Max, il n'y a aucun souci, mais pour moi, c'est plus de la bêtise et c'est plus inhérent à leur façon de à leur façon de concevoir Le le, foot, oui. le défenseur, ouais, le foot déjà et le métier de défenseur aussi, et ça, je pense que tu le changeras jamais, et peu importe l'adversaire. Je pense qu'eux aussi sont convaincus d'avoir besoin de ça, alors qu'on pourrait naturellement se poser la question de est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça, et quand tu fais le bilan d'une saison, est-ce qu'ils gagnent plus souvent en déstabilisant l'adversaire qu'en se déstabilisant eux-mêmes? Pour Medina, j'attends de voir, j'ai pas assez de matchs pour ça, parce que je faisais pas attention à ça quand il était à Lens, en tout cas pas assez, mais Balerdi, j'ai l'impression que c'est pas toujours à son avantage, mais même si, Sur la à photo mon du sens, but toulousain, par exemple, même si je remets pas en cause pour moi, c'est pas la conséquence du but non, bien toulousain sûr. derrière. Sur le 2-2, quand il va chiffonner le Toulousain qui est au sol alors qu'il reste 1 minute à jouer, replace-toi, replace tes hommes, tes capitaines, ou t'es en tout cas un leader. Bah, ouais, justement, ça, Bon, j'allais dire,
y a beaucoup de matchs où on lui a incriminé ça pour le coup, et moi j'étais prêt à le défendre parce que bah à mon sens ça a plus servi à déstabiliser l'attaquant que lui. Là honnêtement sur le match contre le PSG, t'as vraiment pas besoin de ça. Enfin, c'est dur pour tout le monde. Tu prends l'eau de toutes parts. Les vagues elles sont violentes, c'est des ouragans et des tsunamis en face. Mets tes brassières et n'aie pas honte, c'est pas Et, grave. Tu et, feras le malin le prochain match. et surtout, on y reviendra après dans la deuxième partie. Et c'est rigolo que la Ligue 1 ait sorti des images justement là-dessus, parce que ça offre l'opportunité à tes adversaires, aux diffuseurs ou à qui tu veux, derrière de te ridiculiser encore un peu plus. Et là, pour le coup, le ridicule, j'ose espérer, passer un peu du côté joueur, parce que, on le disait la semaine dernière. Moi, je ne déforme, je change pas cette ligne-là. C'est-à-dire, ce 5-0-là, on va l'imputer un peu à De Zerbi. Les joueurs, on se souviendra qui étaient sur le terrain, etc. Mais à qui ça fait le plus de mal et à qui l'étiquette va rester collée le plus longtemps, c'est, je pense, à nous supporters, et pas forcément à Balerdi. Enfin, Balerdi, c'est une de plus pour lui, mais cette image-là qu'a sorti Ligue 1+, si ça peut piquer un peu tout le monde et que chacun se remette un peu sous sa responsabilité aussi, dans l'attitude, dans l'exemplarité à minimum que tu dois montrer, bon, c'est bien, parce que c'est pas la première humiliation qu'on prend ces derniers temps. Et à chaque fois, j'ai toujours cette impression-là que c'est un peu nous qui sommes les premiers touchés et les plus touchés, et qu'il y a une déconnexion un peu du footballeur. Mais ça, c'est le propre on peut pas non plus leur demander de pleurer 10 mois sur chaque défaite. Mais il y a des attitudes quand même qui sont un peu particulières à mon sens. Alba, je te Non, mais laisse la parole. tu fais J'ai bien. prise beaucoup trop. Parce que moi, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai pas envie non plus de faire doublon. Mais moi, je rejoins plus Max. Arrive un moment, c'est de la bêtise. Même si tu as besoin de ça pour exprimer tes émotions pendant le match, pendant ci, pendant ça. Tu as un devoir d'exemplarité en tant que capitaine de l'Olympique de Marseille. Tu es en train de faire un match pourri. Tu es en train de te faire taper dans un classique. Tu es encore là en train de chercher la merde et patati et patata. Arrive un moment, stop. Et il faut savoir faire amende honorable. Ça se passe mal. Tu te tais, tu vas bosser, tu rentres pas dans un conflit. Le conflit, il fallait rentrer dedans à 3-0. Quand il y a 5-0, le match il est plié, ça sert plus à rien. Et par rapport à ce qui s'est passé avec les images de Ligue 1+, que l'OM soit pas content, ouais, je peux comprendre. Mais il y a déjà eu un avertissement l'année dernière avec Emega qui vient en conférence de presse, qui vient te dire, bon, en rigolant, ouais, Balerdi, c'est mon petit. Déjà, ça aurait dû faire tilt. Parce que si lui dit ça, il y en a d'autres qui le pensent aussi. Et je pense qu'il y a quand même une, une continuité sur Balerdi, sur cet aspect-là, que lui aussi doit travailler. Parce que on va pas me faire croire que ça impacte pas ses performances d'être toujours dans le combat, le conflit. Et oui, je taquine, oui, tu peux taquiner sur le terrain, oui, c'est un jeu psychologique, il n'y a pas de souci. Et ça se fait souvent sur le terrain, mais pas aussi de manière aussi démonstrative. Parce qu'arrive un moment, il y a 400 000 caméras dans le stade, il y a tout le monde qui se parle, il y a tout le monde qui sait. Maintenant, avec plus, encore pire, avec les images qui viennent de sortir, les attaquants vont se dire quoi? Balerdi, il parle, mais c'est bon, toi tu t'es fait humilier devant tout le monde sait que tu fais que parler. Et ça va plus le desservir qu'autre chose. Donc je pense qu'il devrait plus avoir vocation à, à se calmer, à se recentrer sur son football, à revoir ses fondamentaux. Et après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être sa plus grande crise à l'Olympique de Marseille au niveau perso. Ben, écoute, je pense qu'il en grandira encore, mais qu'il se remette au travail et peut-être qu'avec un nouvel entraîneur qui va un peu moins le titiller sur l'aspect émotif, ben, je me dis peut-être que ça va lui faire un peu du bien. Dernière question sur ce match contre Paris. Est-ce que pour vous, au-delà du score, alors on a vu, hein, il y a eu plein de statistiques qui sont sorties sur le score assez exponentiel de 5-0, mais au-delà du score pur, est-ce que pour vous, c'est la plus honteuse défaite face au PSG de l'ère qatari ou pas? En vrai, je suis ravi que tu poses la question parce que c'était un point que j'allais évoquer. Je trouve que l'accent a beaucoup été mis sur le côté historique du score. Honnêtement, ça m'a surpris quand on m'a dit que on n'avait jamais pris de 5-0. J'ai tellement l'impression d'en avoir déjà pris contre eux. Pareil. Et ça m'a surpris, donc j'ai vérifié. Effectivement, c'était un score historique dans le score.
Mais si tu prends, pour moi, je pense que le classico le plus violent, c'est celui au Vélodrome, le premier match de De Zerbi contre le PSG, où pour le coup, je me rappelle jamais du score de ce match-là. Je crois qu'en plus c'est 3-0, non, du coup, ouais, c'est ça, 3-0. Et c'est un match qui sonnait comme un 9-0 parce que je me rappelle que à la mi-temps, il y avait déjà plus de matchs, tout était annihilé et je me suis jamais senti aussi impuissant devant un match de foot. Pour le coup, ça, j'ai jamais quitté un stade avant la fin du match, mais c'est la première fois que ça m'a traversé l'esprit et que j'ai eu un Avec peu le de rouge d'Harit. compréhension. Ouais, c'est ça, avec le rouge d'Harit, ouais, bien sûr, ça, c'est le combo où t'as le 1-0 rouge d'Harit et tu prends le 2 et 3 directement après avec en plus un CSC incompréhensible de Encore Balerdi. lui. Ouais, encore lui, décidément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a un peu fait sourire quand je vois le CSC de Medina, c'est qu'en vrai, j'ai tellement, enfin, ça arrive, tu comptes le PSG, j'ai l'impression ce type de CSC où, Irola l'année dernière. qui te tombe dessus, ouais, t'as l'impression que, et même si tu remontes aux épaules Zlatan, etc., j'ai le sentiment qu'il y a Jérémy une match Morel. qui ressemblait à celui-là. Et donc, pour moi, c'est pas l'humiliation la plus violente. Il y a des matchs qu'on a fait au parc où t'avais vraiment rien fait de tout le match et t'as juste attendu que ça passe et t'as pris une claque quand même et le PSG, à un moment donné, arrête de jouer ou arrête de marquer. Là, il y a quand même cette petite occasion de Gouiri. En vrai, c'est la seule du match, hein, et encore une fois, le plan de jeu offensivement, il est nul. Mais l'occasion de Gouiri, elle m'a fait bondir de ma chaise, pour le coup. Pas parce que je lui en veux de la rater, mais parce que j'y ai cru et que je la voyais dedans et que c'est une réponse, je crois que c'est 2-3 minutes après l'ouverture du score du PSG. Donc en vrai, j'ai pas envie de réécrire l'histoire d'un match qui n'a pas existé. Mais si tu remarques dans la foulée contre ce PSG-là, tu sais pas comment le match peut tourner après, tu vois. Enfin, c'est pas, en tout cas, à la fin, c'est pas un 5-0 pour sûr. Donc, enfin, le simple fait que j'ai eu même l'occasion de Timothy Weah, je crois, Timothy Weah, pardon, il y a 2-0 à ce moment-là. Il y a eu une ou deux frissons, il y a eu un ou deux frissons, c'est maigre, c'est ridicule, mais il faut se rendre compte d'où on vient dans les déplacements au parc. Et j'ai beaucoup trop de souvenirs d'OM impuissant, mais littéralement impuissant au parc, pour pas que cette défaite soit la plus douloureuse que j'ai eu à vivre. Moi, honnêtement, à part le 4-0 avec Villas-Boas, je pense, Ouais, de la deuxième saison, ouais, c'est parce qu'il y celui-là, ouais. avait il me semble que c'est la deuxième saison de Villas-Boas, où je crois que Ouais, les c'est ça. Parisiens s'arrêtent à la mi-temps, Ouais, sincèrement, après, à l'époque. C'est 4-0 mi-temps, effectivement. 0 mi-temps, ils s'arrêtent. Là, c'est pour moi l'humiliation, elle est plus grande parce que ils t'ont dit ah ouais, vous avez gagné l'aller. Ah ouais, c'était disputé au Koweït. Ah ouais, ah bon? Ah ouais. Ben non. Il y a genre non non, pas du tout. Parce que genre on a gagné et quand on l'aller, personne nous l'enlèvera parce que déjà si ça fait plus 15 ans qu'on n'a plus gagné au Vélodrome dans un classico. Mais là, OK, ils profitent de notre dynamique à nous, mais ils nous ont dit ouais, moi je peux pas entendre que c'est pas une moi je me suis senti ouais, un peu humilié, genre ils nous ont exterminés, genre parce que 5-0, déjà c'est un score ça historique peut qu'on n'a faire jamais plus. pris, Et ça mais doit faire, et ça doit faire ils plus même. ils ont tapé 5 fois les montants. Ouais. Si ça fait 8, s'ils en mettent 8, ils en mettent 8. Hein. Ouais, Ils s'arrêtent si peut-être avant, mais s'ils les Ouais, mettent parce que toutes, je crois qu'ils voulaient pas s'arrêter, c'est Max. terrible. En fait, c'est là où pour moi c'est une humiliation, c'est que je t'ai dit qu'au parc contre AVB, 4-0 mi-temps, c'est bon. Et peut-être, je sais pas, il y avait je sais plus qui y avait dans l'équipe à l'époque. Il y avait peut-être Thauvin qui était avec Mbappé. Tu sais, il y avait peut-être un truc le Classico, c'est plus un match. Mais cette année, notre victoire à l'aller, elle a fait que c'était un match et ils nous ont exterminés. Genre, le match, moi, je l'ai mal vécu. c'est une extermination Moi, je l'ai mal vécu. et ça fait mal. Après, je pense quand même c'est un peu kiff-kiff avec le 4-0 parce que prendre 4-0 en 30 minutes et après il se passera un deuxième mi-temps, je trouve ça hallucinant en mode on n'a pas besoin de faire plus pour terminer le travail. Je trouve ça assez rabaissant, mais bon, j'ai envie de te dire l'équipe de l'époque était pas non plus exceptionnelle, donc ça peut s'entendre. Et c'est le PSG qui avait vraiment un potentiel offensif très 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 fort. Mais je trouve ça celui-là là, le 5-0 avec les montants que Paris touche et le fait qu'ils ont continué à accélérer malgré le 5-0, ça fait mal. Et en plus, dans le lot, il y a tout qui va pas. C'est que tu donnes des buts, eux, ils te mettent des beaux buts, et en plus, ils continuent, et t'as pas l'impression qu'ils sont rassasiés. Donc, ça fait mal, encore plus quand tu sais que historiquement, c'est la plus grosse gifle que tu prends.
ça fait mal de savoir que c'est cet OM-là qui a pris 5-0. Après, tu peux relativiser et te dire oui, mais bon, c'est les champions d'Europe, quand ils se mettent à jouer, ils veulent passer des messages et tout. Oui, j'entends. Mais j'ai pas checké, mais à voir s'il y a une équipe qui a pris 5-0 cette année pour le Paris Saint-Germain. Bon, c'est qui la dernière qui a pris 5-0, toute compétition confondue? Sauf s'il y en a une qui en a pris. Il y a le Leverkusen qui a pris un +5 quand même, je crois. Mais bon, après, voilà, mais il y en a pas Ouais, ils ont beaucoup. dû en mettre Il y une ou a, deux, et mais encore plus, très je très pense à rare. l'échelle de la Ligue 1 sur ces 6 premiers mois de compétition, il doit pas en avoir des masses. Et que tu vois que l'OM fait partie du lot, l'OM qui est censé être le deuxième naturel de Ligue 1, ça fait un peu mal à la tête. Moi, j'avais coché le 3-0 contre l'OM presque champion. Enfin, presque champion, n'importe Hmm. quoi. En lutte pour le titre. En lutte pour le titre, la fameuse, le fameux enchaînement PSG et Annecy de Tudor, qui était difficile à vivre. Et celle-ci, bah, en fait, c'est une de plus, j'ai l'impression, parmi le lot d'humiliation qu'il y a eu ou de gros coups durs. Trophée des champions, Liverpool, Bruges, ça. Je dis pas que je suis anesthésié, bon, mais en vrai, il y avait vraiment pas match et pour le coup, c'est assez honteux. Ça va rester longtemps. Ça va rester longtemps et en fait, la trace, elle est un peu indélébile. Ce qui nous amène à la deuxième partie d'émission et je te rends le micro tout de suite, Alba. On enregistre donc, voilà, 11 février. Roberto De Zerbi a quitté a priori de son propre chef, l'Olympique de Marseille, hier. Ça a été officialisé dans la nuit à 5 heures du matin. Alors alors après, Maître Younes nous dira hein, si les discussions se sont prolongées jusqu'au petit matin ou s'ils se sont levés très tôt pour régler l'affaire. Mais c'est quand même pas un horaire pour faire un communiqué de presse. Soit. Non, effectivement. Après, à partir du moment où l'info sort très rapidement en fin de soirée et qu'elle est confirmée, tu te dois d'y aller de ton communiqué officiel. Donc, l'un dans l'autre, je sais pas, c'est un peu le reflet de la société dans laquelle on vit, où l'information va tellement vite que attendre le matin à 8h ou 9h, ça semble être une éternité. Ça changeait pas grand-chose. Bah du coup, Alba, est-ce que c'était inéluctable ce départ de Roberto De Zerbi ou pas? J'ai envie de te dire oui quand même, parce que t'avais l'impression que le message passait plus, que lui a quand même tenté plusieurs fois de mettre un petit coup pour essayer de réveiller son effectif plusieurs fois. Malgré les déconvenus, il a montré que lui était derrière ses gars, qu'il lâcherait pas l'affaire, que il se projetait toujours autant malgré la difficulté, malgré la tempête, et c'était tout à son honneur. Mais là, c'est vrai que l'OM de De Zerbi a pas souvent été une équipe de cycle. Il n'y a pas eu longtemps des séries de victoires qui se sont enchaînées. Ça a arrivé, notamment enfin, que c'était soit à domicile, soit à l'extérieur. Mais il n'y a pas ce truc de, bon, j'abuse, tu vois, mais quand tu vois Lens qui enchaîne les séries les 10 victoires d'affilée, t'as pas vu ça avec l'OM de De Zerbi. Donc ça, c'était un truc qui a toujours été, sur les 18 mois, quelque chose qui a plus ou moins suivi, on va dire. Mais là où ça fait mal, c'est que là, tu étais tombé dans une irrégularité ces dernières semaines qui était atroce. Atroce, atroce, atroce. Et tu peux pas d'un match à un autre faire 3-0 en Coupe de France, prendre 3-0 à Bruges. Après, contre machin, tu passes au travers. Après, le match d'après, tu arrives à faire un excellent match. Tu es tombé dans une irrégularité chronique qui faisait peur, qui faisait mal. Et en plus de ça, De Zerbi était incapable de la justifier. Donc, je pense que c'est là où on a atteint le point de non-retour. Et enfin, moi, j'espérais quand même que Paris ne soit pas son dernier match. Parce que je me disais quand même, au vu de tout ce qu'il a mis en place, et je trouve encore qu'avec le recrutement qui a eu lieu, bon, vous avez pu en parler vous, mais il y a eu beaucoup de mouvements. La moindre des choses, ça aurait été de lui donner aller 3-4 matchs avec son groupe au complet, parce que tu sais pas ce qui se passe. On a pu voir cette saison encore en première ligue que des entraîneurs qui sont sur la tourmente, ben, après être dans la tempête, ben, tu es en mesure d'enchaîner 5, 6, 7 matchs sans défaite. Donc c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Moi, j'espérais qu'il soit là contre Strasbourg pour voir ce que ça donne. Parce que voilà, cette équipe, elle est tellement irrégulière.
que t'es même pas à l'abri que Strasbourg, tu leur en mettes 5, en fait. T'étais pas à l'abri. Mais bon, c'est du conditionnel, on peut refaire l'histoire. Et après, le coup près, il est tombé. Et je pense qu'il a vu au dernier entraînement que son groupe était pas réceptif. Ben, il s'est dit, je pense que je suis plus l'homme de la situation et c'est mieux que je m'en aille. Bah, Je crois au petit d'ailleurs que tu es du même avis. Je te donne la parole Younes juste après parce que tu as peut-être un avis un peu différent. Mais au petit, je pense. de J'ai vu manière tes tweets, surprenante, oui. Euh, bizarrement. euh, En fait, il y avait, moi, je vais prendre l'opposé d'Alba dans le sens, j'aurais bien aimé que Paris soit pas son dernier match et qu'il parte sur autre chose. Genre qu'il parte avant. Sincèrement, qu'on foute Pancho, que ça soit Pancho qui prenne la raclée. Parce que moi, honnêtement, personne le découvre. Et j'ai souvent eu du mal et j'avais décroché depuis un moment. Mais qui parte sur un 5-0 au parc, tu souhaites ça à personne, tu vois. Là, j'ai vu, je sais pas si nos auditeurs l'auront vu quand ils écouteront l'épisode, je pense que oui. L'OM a posté un message d'au revoir sur le Twitter officiel du club. Je sais pas comment dire, il y a des entraîneurs, ils sont passés, ils sont venus travailler à l'OM, ils ont réussi, ils ont raté. Tout le monde s'imprègne plus ou moins de l'OM. On le voit avec, par exemple, Robert Pires. Moi, je me rappelle plus quel match c'était. Je crois que c'était la victoire contre C'est Lille. Monaco. Je sais plus Je à crois quelle que c'est époque. Lille. Tu vois le mec 20 ans après son. Ouais. Lille, ouais, Germain et Marley. Et Marlac. Benedetto, ok. Et tu te dis 20 ans après, un mec avec cette carrière-là, il est toujours bousillé de l'OM. Donc tu sais que t'imprègnes. Mais il y en a qui, ok, ouais, tu as joué dans un club particulier, mais tu les as pas imprégnés particulièrement. Lui, tu sens qu'il s'est imprégné de fou. Que son dernier match, ça soit ça. Genre, c'est peu importe l'amour que tu lui portes, que tu apportes à son projet, ce que tu en pensais et tout, je trouve ça vilain. Donc, ça aurait été mieux qu'il joue pas, que ça se casse avant, enfin que la cassure soit entérinée avant. Après, j'oublie la question. Est-ce que son départ, il était inéluctable? À part, moi, j'ai vu les réactions d'aujourd'hui, j'étais un peu étonné parce que à partir du moment où ça filtre qu'il est à l'initiative, ou du moins que c'est pas unilatéral, c'est-à-dire club contre lui, je comprends même pas de quoi on discute en fait. Si même lui te dit, j'y arriverai pas, enfin, tu veux aller où? Genre, tu veux faire quoi? C'est le mec te dit, j'y arriverai pas. Et c'était tout à son honneur. Et d'ailleurs, là, RMC nous a annoncé pendant qu'on tournait l'épisode qu'il a renoncé à la dernière année de contrat. Il y a des gens qui te diront que c'est le strict minimum. Moi, Ouais, je il crois est pas encore moi, plus je crois qu'il est aujourd'hui, pas obligé. les entraîneurs. Enfin, Il est libre. j'ai pas envie de dire c'est tous des requins parce que quand même. Mais il s'assoit sur quand même un paquet d'argent. Donc c'est vraiment. Mais c'est même pas que Ben, c'est bien pas la moindre des sûr, choses. c'est de l'argent C'est qu'il que a c'est pas son volé. droit, frère. Il a pas braqué. Il y a Genre, personne qui lui a dit tu vas signer 3 ans. genre, c'est son droit. Et c'est pas parce que ça a été un échec, ça finit sur un échec, que les mecs qui lui ont fait signer le contrat de 3 ans, ils peuvent se dire non, il est pas méritant. Franchement, c'est un geste de fou, comme a dit Alba, vu son salaire, c'est un paquet d'argent. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et après, ouais, pour moi, c'était inéluctable. Et j'ai même envie de te dire, si on n'était pas en Coupe de France, j'en aurais strictement rien à carrer. Qui reste pas, qu'il essaye d'aller chercher le top 3 ou minimum le top 4, mais le top 3, j'en aurais rien à carrer qui reste. Mais honnêtement, garder un coach qui te dit, je sais pas quelle équipe je vais avoir, alors qu'on est à 3 matchs dans une compétition à élimination directe d'un trophée que moi j'attends, enfin, je sais pas, je peux même pas quantifier à quel point je l'attends. Moi, j'étais pas chaud. Donc, d'un côté, je me dis, on verra bien si le mec arrive après est capable d'avoir un peu plus de certitude sur le visage que va avoir son équipe match après match. Mais ouais, pour moi, c'était inéluctable et même si les images font un petit pansement au cœur parce que l'homme méritait une meilleure fin, moi, je suis un peu soulagé que ça s'arrête. J'ai l'exact avis inverse de toi, Opti, sur les 2 points, sur la symbolique. Je m'y attendais. Non, mais la symbolique, je l'entends parfaitement et c'est malheureux que son dernier match soit contre le PSG, mais c'est la réalité de ta situation, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de le sortir plus lui offrir la belle sortie. Donc
C'est malheureux que ce soit son dernier match. Il avait survécu aux vagues d'avant, on en parlait, et celle-là, c'était celle de trop visiblement. Elle a fait boire la tasse à tout le monde. À la question de Max, est-ce que c'était inéluctable ou pas? Heu, on a toujours dit que le baromètre, de toute façon, c'était le vestiaire. Dans le moment les plus difficiles, qui s'est amorcé en janvier et après l'immense gifle qu'on a reçue après Bruges, on avait dit, c'est difficile de répondre. Si son vestiaire est avec lui, il peut moi, j'étais pour qu'il continue. Si effectivement le discours ne passe plus ou que les joueurs sont contre lui, ça sert à rien de s'entêter et de continuer. On a eu les images fortes de Rennes, je l'ai déjà évoqué dans les semaines précédentes. Là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre en quoi cette défaite contre le PSG peut te faire revenir sur le fait que tu avais décidé de le garder après Bruges. Parce qu'en soi, si tu prends le bilan de la saison, alors oui, bien sûr, la violence de la défaite, et cetera, je l'entends, mais le PSG, quand ils sont à ce niveau-là, en vrai, c'est un peu le score, qu'ils devraient mettre à toutes les équipes de Ligue 1 si la logique était respectée à chaque fois, et je trouve pas que ça remette en cause le fait que tu aies décidé de le garder une semaine avant, comme le disait Opti. C'était soit tu le virais avant, soit tu t'actes le fait de finir la saison avec lui, parce que c'était la dernière grosse vague du mois de janvier compliqué qui t'attendait, et malheureusement, ben, c'est embêtant de partir sur ça, mais c'est la réalité. Et moi, pour le coup, j'étais très optimiste sur la réception de Strasbourg. Je pense que c'était le match qui pouvait te permettre d'avoir un réel électrochoc, parce que Rennes n'en était pas un. Rennes, on l'avait dit, hein, tu avais juste réussi à esquiver une vague violente, mais en soi, tu avais encore des chances compliquées derrière. Là, tu arrivé sur une série de matchs que tu attendais, avec une semaine de préparation à chaque fois, la cadence de match qui allait se ralentir un petit peu et te permettre de travailler de manière plus diffuse sur une semaine complète. Donc j'avais bon espoir que tu puisses initier quelque chose et avoir un dernier souffle qui te porte jusqu'à la Coupe de France et jusqu'à le podium en Ligue 1. Bon, malheureusement, c'est pas ça, mais je garde un petit goût amer en bouche quand même de cette aventure de Zerbi. Et pour moi, j'ai l'impression qu'à ce stade-là, le fait de l'avoir fait partir comme ça, j'ai l'impression que l'OM est plus perdant que lui dans l'opération, parce que là, il y a un banc qui s'est libéré en première ligue avec Tottenham, donc à voir si c'est lui qui va signer là-bas ou pas. Mais j'ai l'impression que lui va toucher plus rapidement que nous un top niveau européen, et on était destiné à y aller ensemble à ce top niveau européen, parce que je pense pas qu'il avait la stature pour être considéré comme un top coach européen. Il avait uniquement le potentiel pour et les promesses pour. De la même manière que toi, tu n'es pas un top club européen et tu as uniquement le potentiel et les promesses pour. Et je croyais beaucoup en l'histoire d'arriver à ça ensemble, parce que les intérêts étaient les mêmes des deux côtés. Et c'est assez rare dans le foot d'être aligné entre un entraîneur et un club, de ne pas en avoir un plus grand que l'autre, et d'avoir un objectif commun pour les deux, et d'avoir un objectif qui passe par les mêmes accomplissements pour les deux. Donc voilà, on regrettera l'ami Roberto ici, très fort. Et J'ai une question. Mais ça, c'est mon côté théoricien du complot. Donc, vous ne m'en voudrez pas, ni vous, messieurs, ni auprès des auditeurs. Ça m'arrive de me poser des questions auxquelles je devrais pas me poser. Est-ce que, selon vous, s'il prend le banc qui vient de se libérer en première ligue, dont tu parlais, mon cher Younes, est-ce qu'à ton avis, c'est un hasard? Et c'est, on va dire, une coïncidence de calendrier, et c'est pas grave. Est-ce que c'est pas une coïncidence de calendrier, mais on s'en fout parce que de toute façon, on avait quasiment acté la fin et il y avait pas de date? Ou alors, c'était un peu prémédité, et auquel cas, chacun se fera son avis sur la question. Et je ne voudrais pas te mettre dans une mauvaise position. Est-ce que peut-être que tu es déjà en train de relire le contrat de ce club anglais? Non, mais ça me fait rire, parce que effectivement, si ça se concrétise, Je me permets, j'ai pas d'avis. Moi, en vrai, je me suis pas posé la question et j'ai pas de. Enfin, si, j'ai un avis, honnêtement, mais voilà, je ne l'incrimine pas de prime abord. C'est ça que je voulais préciser. alors, l'incriminer, moi je suis d'accord avec toi, hein, ça reste un métier pour le coup, et il faut bien qu'il travaille, hein, il va pas rester sans emploi ad vitam aeternam juste par respect pour son ex qui est l'Olympique de Marseille. On n'est pas dans une situation amoureuse ici, il y a pas de période de viduité à respecter avant qu'il puisse se réengager dans un club. Il n'y a pas de clause de non-concurrence. Mais effectivement, parce que le Tottenham, pour le coup, il y a un concurrent, hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Antonio Conte qui dépeint la situation de Tottenham avant qu'il parte. Honnêtement, si tu me dis qu'il parle de l'OM à ce moment-là, j'achète à 100%. Mais ceci étant dit, honnêtement, j'y ai pensé aussi, Max. Pour le coup, je pense que ça doit forcément jouer dans la balance. Le fait de savoir que si tu pars, que déjà tu n'y arrives plus, que tu es en doute, et cetera, et que
il y a une fenêtre qui s'ouvre en première ligue, championnat que tu convoites particulièrement pour ton après et que t'as toujours martelé dans tes messages que tu convoitais la première ligue pour l'après, je pense que c'est pas anodin. De là à dire que c'est fait exprès, j'irai pas jusque-là. Au petit, je t'ai vu lever la main. T'as rigolé. Non, T'avais l'air très même. T'as l'air d'avoir un vrai avis. J'ai hâte. non, justement, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est que je pense, ce que je sais, c'est qu'il a renoncé, enfin, ce qu'on a sait, c'est qu'il a renoncé à sa dernière année de contrat. Et moi, je garde ça. Le mec a renoncé à sa dernière année de contrat alors qu'il était pas obligé. J'ai pas envie de rentrer dans, il a renoncé à sa dernière année de contrat parce qu'il sait qu'il a un contrat qui l'attend quelque part. Ça m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de changer, que ça cultive une négativité envers lui. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Déjà, il est plus entraîneur de l'Olympique de Marseille. Là, c'est le dernier podcast. Genre, j'ai pas envie que le fantôme nous hante, personnellement. Après, si les résultats de l'OM sont bidons, ils vont forcément nous hanter. On va espérer que ça soit pas le cas. Donc, j'ai pas envie que le fantôme nous hante. J'ai pas envie de cultiver une négativité du personnage. Et honnêtement, personnellement, enfin, je lui souhaite de suivre la fin de saison européenne en tant que spectateur, parce que je crois, vu son état mental à la fin là de l'OM, le coup de après, enfin, tu sais, après le PFC, je serais prêt à jouer Rennes dans 10 minutes. Je suis prêt à rester 8 ans. Une semaine après, je m'en vais. Roberto, à ce qui paraît, ça fait 18 mois que tu dors à la commanderie, que tu dors que très peu. Prends 3-4 mois à dormir beaucoup. Des postes, tu en auras d'autres. À sa place, je le ferai pas. Et s'il va là-bas, moi, je ferai pas de lien parce que je peux pas le savoir et que, honnêtement, on s'en fout, je crois. Et enfin, Alba. Ben écoute, un peu pareil. Je pense pas quand même qu'il y ait un lien de cause à effet. Mais moi, je pense pas comme au petit. Euh, Si le banc de Tottenham en plus, avec comment ça tourne à Tottenham, s'il se présente, moi je fonce. Il reste 3 mois de compète. Tottenham a rien à jouer à part. Je sais pas s'il termine top 8 ou pas. Ah, ils sont top 8. Euh, voilà, donc ça fait déjà un tour en moins. Donc tu as un top 8 à faire, aller-retour. Tu passes, t'es un roi. Tu passes pas, ben c'est normal. Et t'as pratiquement plus rien à jouer à part faire en sorte que Tottenham ne descende pas et en gros préparer la saison prochaine, sachant qu'il y a des grandes chances que tu joues pas la Coupe d'Europe et donc tu te retrouves dans la même position que quand tu es arrivé à l'OM. Donc je me dis, si c'est Tottenham, je crois que le mariage il est parfait pour lui, je pense. Il reste dans un club qui est dans le paysage européen, un top club, et j'ai envie de te dire ça, il aura le temps de préparer sa saison prochaine. Mais d'un côté où là où je rejoins au petit, je pense qu'il est aussi un peu fatigué psychologiquement. Je pense qu'il a besoin de coupure. Je pense aussi que le départ lui fait énormément de mal et va lui faire énormément de mal. Peut-être pas sur le moment, mais il va avoir un contre-coup de se dire mais ça n'a pas marché à Marseille. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais il s'est pas découvert une passion pour l'OM. Et ça avait l'air d'être un endroit, un club qui vraiment lui tenait à cœur. Et le fait de partir comme ça, un peu, je pense pas qu'il a imaginé une fin aussi naze, aussi pourrie. Et peut-être qu'il aura un petit contre-coup psychologique. J'espère quand même qu'il l'aura pas et qu'il va, bon, au vu de l'homme que c'est, garder que les bons souvenirs, mais qu'il aura pas trop de séquelles et que, ben, s'il faut que ces séquelles elles existent pas, qu'il aille à Tottenham rapidement, ben, qu'il y aille, hein. Si c'est pas à Tottenham, ça sera autre part. J'ai une double dernière question pour vous. Alors, on va pas refaire tout le parcours, les 18 mois. Déjà parce qu'on l'a fait chaque semaine depuis le début de l'année. Et puis, ces 2 dernières semaines particulièrement. Donc, et puis ça ne sert plus à rien. C'est de l'histoire ancienne. Mais j'ai une double question. Good vibes, c'est encore une fois, je le répète, le mot d'ordre de l'émission. Est-ce que, selon vous, il fera partie des entraîneurs qu'une partie, enfin que le temps va un peu réhabiliter? Et surtout, quel est votre meilleur souvenir sous son commandement? Et Younes, tes émoluments de relations presse ne comptent évidemment pas. Tes grosses factures ne comptent pas comme les meilleurs souvenirs de Roberto De Zerbi à l'OM. Euh,
Moi, je peux commencer? Vas-y. Vas-y, Alba. Franchement, moi, je pense que le temps va le réhabiliter. La seule chose qui ferait que le temps ne va pas le réhabiliter, c'est on ramène un entraîneur top qui arrive à prendre un titre. Peut-être qu'il va arriver là et qu'il va prendre une Coupe de France et que le passage de Deserbi, on va le passer un peu, voilà, sous silence. Si ça n'arrive pas et que on repasse sur une traversée du désert avec des coachs moyens bons qui n'y arrivent pas, alors bien sûr qu'on va le réhabiliter et tous les records de buts marqués, de race, pourcentage de victoire, de tous les trucs, ils vont finir par ressortir. Ça, je serais pas étonné. Et en plus, on va pas se mentir. Bon, j'ai pas vu la vidéo. L'OM qui sort une vidéo. Je pense que déjà, ça commence à faire tilt un peu dans le cœur de beaucoup de gens de se dire, en vrai, quand même, ce mec-là il nous a fait passer des moments qui sont pas mal dans l'histoire récente du club. Et c'est pas des trucs qu'on oubliera forcément. Et sur la deuxième partie de ta question, euh, sur les souvenirs, ben, moi, c'est le match contre le Paris Saint-Germain. C'est la victoire. C'est la victoire et même, c'est encore même le trophée des champions. Parce qu'au final, le trophée des champions, tu peux pas faire plus OM que ça. Que t'es à une minute de prendre un titre, ben, t'y arrives pas. Sur un but, qu'on se le dise, un but à la con. Et je garde en souvenir ces deux matchs contre le PSG. Bah, je vais pas mettre le brassard de Rabiot au parc, parce que c'est un peu too much. Mais franchement, les deux matchs contre Paris, et malheureusement, et encore une fois, c'est un peu l'histoire de son mandat. Que ça se termine sur un 5-0 Paris Saint-Germain, franchement, tu peux pas faire plus de Zerbi que ça. On va garder le meilleur pour la fin, au petit. Je sais que j'allais être détonnant, donc j'aurais aimé passer en dernier. Étant donné que j'ai pas du tout la même appréciation de son passage que certains au moment présent, j'ai aucun doute que j'aurais pas la même réhabilitation de son passage après départ. Comme l'a dit Alba, et c'est triste pour lui, il faut espérer pour l'OM que la réhabilitation soit à l'excès mauvaise. Parce qu'il y aura, dans tous les cas, il y aura une des deux. C'est soit l'OM est pété, comme l'a dit Alba, sur les prochaines années, et il y aura une réhabilitation dans le positif à l'excès, soit on prend une Coupe de France et on fait top 3, et il y aura une réhabilitation à négative à l'excès dans tous les cas. Pour l'OM, j'espère que, tant pis pour lui, j'espère que ça sera l'excès négatif. Et pour le bon moment, j'y étais. Et je vais citer le match aller où j'y étais pas et le match retour où j'y étais. C'est même pas forcément des top matchs ou des matchs où il nous a époustouflé par sa patte, enfin par la patte ou les matchs où la patte a été le plus imprégnée. Même si le match retour pour le coup oui, mais le match aller contre Lyon, parce que la célébration elle est extraordinaire, que le scénario, moi Paul, je t'oublierai pas. Je peux pas oublier un mec qui a marqué autant les Olympicos. Et le match retour contre Lyon avec la célébration de Luisito, c'est pour moi je pense que c'est mon meilleur moment parce que vraiment que ça soit le joueur ou le match, Gouiri qui rentre à je sais pas, je pense qu'il rentre à la mi-temps, peut-être 60e contre son club formateur, ils font un peu le bordel. Je pense Lyon. Je pense Lyon aller-retour l'année dernière. Plus que le Classico en vrai. Je sais pas pourquoi. Ouais, le Classico aussi en vrai, mais plus les deux contre Lyon. Younes, c'est un peu le moment nostalgie, là. Là, c'est le moment émotion du podcast. Forcément. En vrai, ce que je retiendrai de Zerbi, et j'y pensais justement en préparant l'émission depuis hier quand j'ai vu la nouvelle, je me suis juste refait mon année 2025 de manière très simple et très factuelle. Je suis un supporter marseillais abonné au Vélodrome qui habite en région parisienne. Donc chaque match auquel j'assiste au Vélodrome, c'est quand même une logistique, c'est un petit budget à prévoir. Et quand je fais le bilan de la saison 2025 que j'ai passé avec Roberto De Zerbi sur le banc, bah, j'ai vu un nombre incalculable de buts marqués sur une année civile. Donc c'est 56 en Ligue 1 et un peu plus de 70 toutes compétitions confondues. J'ai vu mon équipe au Vélodrome sur cette année civile, si tu prends les 12 mois, je nous ai vu battre l'OL, je nous ai vu battre le PSG, je nous ai vu battre Monaco. J'ai vu l'OM
gagné 2 matchs de Ligue des Champions au stade. J'avais jamais vu l'OM battre une équipe en Ligue des Champions au stade. La dernière victoire qu'on avait eue, c'était avec le Sporting à huis clos, avec Igor Tudor et l'Olympiakos sous la période Covid. Et je pense que ça résume parfaitement l'année que j'ai pu passer. C'est-à-dire que je suis allé au stade, j'ai vu des buts, on a battu tous les gros de Ligue 1, on a eu des moments sympas sur la scène européenne. Ça n'empêche pas qu'au milieu de tout ça, il y a énormément de choses qui ont été décevantes, et cetera. Et encore une fois, on va pas refaire l'histoire. Je peux pas mieux résumer pourquoi j'ai apprécié ce coach et pourquoi j'ai toujours pensé que cet OM devait grandir avec un coach qui doit grandir aussi. Ceci étant dit, meilleurs souvenirs honnêtement, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai plusieurs. Lyon, à domicile l'année dernière, c'était très fort. Le but de Luis Enrique, c'était un moment extraordinaire. Hem, Franchement, j'ai beaucoup de moments de joie qui me viennent quand je repense à cette année civile, particulièrement au Vélodrome. Et donc il en est forcément au moins un petit peu responsable. Et moi, personnellement, je serais très honnête dans la lecture de Deserbi, c'est-à-dire qu'à la fin, et je vais m'atteler à l'être le plus possible. Je vais pas réécrire l'histoire plus belle que ce qu'elle a été, et je vais pas la noircir non plus plus noire que ce qu'on veut bien nous décrire parfois. Et comme je le disais hier déjà sur Twitter, hein, dès demain, et quand on aura un nouveau coach, je vais repartir en guerre avec le nouveau coach. Pour le coup, j'ai toujours été dans une optique où, quand mon entraîneur arrive à l'OM, j'essaie de le comprendre, de décrypter et d'intégrer son logiciel. Donc on n'aura pas de rancune avec le nouveau parce qu'on a été sympathisant des Herbistes. Le club est plus grand que des Herbis et ça va le rester. Alors, moi, c'est un match que vous avez pas cité, et pour cause, parce que c'est un peu comme toi, Younes, c'est quelque chose de très très perso. C'est-à-dire que j'ai vécu la climatisation d'un stade grâce à Roberto De Zerbi, et pas n'importe quel stade, c'était la Méno. Je vous l'avais raconté dans l'épisode il y a pas si longtemps que ça. Quand tout allait bien, c'était une belle époque, quand on allait gagner à la Méno 2-1 à l'arraché. Mais c'est le fait. Pour le coup, j'étais même pas en parkage, j'étais en plein milieu des Strasbourgeois, dans une ambiance très alsacienne, ça chante en allemand avant le début du match. On est chez eux, et c'est ça aussi que j'aime quand je fais un déplacement, c'est de sentir un peu que je suis entre guillemets pas chez moi, ou que je suis vraiment dans une ville qui, pour le coup, pue le foot, etc. Et vraiment, autant j'ai souffert pendant 75 minutes, et autant j'ai quand même assez tiré sur le regretté Amir Murillo, qu'on a sacrifié 3 jours trop tôt peut-être. Mais ça, c'est un autre débat. Autant les 15 dernières minutes et tout ce qui a pu se passer autour de Vaz, Murillo et Obama sur ce soir-là, avec tous ces Alsaciens autour de moi qui étaient dans un dépit terrible. Et moi, très heureux de sortir de cette grande tribune, peut-être le seul heureux d'ailleurs, on n'était pas beaucoup. Je pense que ça, c'est mon meilleur souvenir de Roberto De Zerbi. Après, le temps va le réhabiliter, oui. Est-ce que je vais le regretter? Je sais pas, parce que mon cœur ne peut pas accueillir tout le monde, et il est déjà quand même bien pris par Igor Tudor, Marcelo Bielsa et Didier Deschamps, donc on peut pas non plus. On peut avoir des tendresses, forcément, Jean-Louis Gasset, Albert Raymond, Guéret, des gens qui sont venus aussi à des moments où c'était compliqué et qui n'auront pas eu tout ce qu'on a offert à De Zerbi pour réussir. Mais en tout cas, je sais pas si dans quelques années, j'aurai autant de rancune, entre guillemets, que j'en ai parfois eu en direct, quand il s'agissait de regarder des matchs dans lesquels je me sentais impuissant devant ma télé, un peu comme ces 3-4 dernières semaines, où tu te dis tout est contre toi, et en plus vraiment il y a plus rien, quoi, sur le banc, il y a plus de solution. Juste Et vas-y, je t'en pardon, prie. non, j'allais dire juste un petit point par rapport à la réécriture de l'histoire ou le fait d'avoir des regrets. Je repensais à un truc, bien sûr, c'est dans le cadre du podcast, on parle un peu, on a dit qu'on était good vibe, donc j'essaie de penser à quelque chose de positif. Oui, parce que sinon, Mais moi, en mon gros, meilleur moment, c'est quand il a été chambré les supporters de l'Atalanta. Mais on pour a dit avoir on est good vibe. Aujourd'hui, on fait pas ça. non, mais j'allais dire, à quoi ça tient la réussite ou non dans le football, et c'est aussi ce qui fait la beauté et la cruauté de ce sport. Mais si tu as le pouvoir magique de supprimer 3 buts qui plus est dans le temps additionnel de l'OM, j'ai fait l'exercice. Honnêtement, tu as un entraîneur qualifié dans le top 24, tu as un trophée que tu pas soulevé depuis 15 ans,
et était à potentiellement 6 points ou 7 points de la première place au 11 février. Ça tient un peu de choses et Marwan le rappelait la semaine dernière, la fameuse stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais que, en tout cas, avant le match contre le PSG, si les matchs ne duraient que 90 minutes, l'OM était premier. Mais ça marche avec le match contre le Et ça PSG, je marche pense aussi. toujours, je pense. Et après, on peut bien sûr rétorquer que tu t'es mis dans cette situation de fébrilité, etc., et que forcément, tu aurais pu faire mieux et te donner plus de matelas, etc. Mais c'est pour dire à quoi ça tient. Je pense qu'on aurait une histoire complètement différente aujourd'hui si tu enlèves 3 malheureux buts dans le temps additionnel. On va pas faire très longtemps pour conclure cette émission parce que sinon on va faire encore comme on avait fait il y a 2 semaines de la fiction en regardant les entraîneurs libres sur Transfermarkt et en donnant notre avis dessus. Je voulais quand même, notamment Younes, je sais que tu voulais en parler. Il y a, bon, on l'a vu, plusieurs candidatures plus ou moins montées en épingle ces 24 dernières heures. Vraies ou fausses, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, tous ceux qui ont été annoncés proches, c'est-à-dire, a priori, Habib Beye, Eric Schell et Sergio Conceição sont, à mon sens en tout cas, des gens qui auraient tout intérêt à candidater dans leurs positions respectives. C'est d'ailleurs étonnant qu'on n'ait pas vu la candidature de Will Steele ces derniers jours. Parce que, là encore, on en parlait, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça serait une opportunité unique pour lui, même si je pense qu'il en est un peu loin. Et au moment où on se parle, encore une fois, a priori, Francaise, tout est dealé loin de Marseille, donc ça se ferait pas avec Francaise, sauf si j'ai raté un truc ces 2 dernières heures. Confirmez-moi que j'ai rien raté. Mais en tout cas, dans les candidatures un peu qui font du bruit aujourd'hui, il y en a une qui m'intéresse particulièrement parce que c'est celui au final que je connais le moins des 3 et c'est celui dont tu voulais nous parler un petit peu, Younes. C'est Eric Schell, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Alors pour le coup, effectivement, on va pas faire le jeu d'Alice Transfer Market, on l'a déjà fait et honnêtement, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup sens de la faire et encore moins de la refaire. Mais pour moi, il y a 2 candidatures qui sont à peu près crédibles et comme tu le dis Max, de toute façon, on est dans le bal des agents, donc chacun va essayer de placer son poulain. Mais pour moi, il y a deux profils qui semblent un petit peu taillés pour le poste, c'est Habib Beye et Eric Schell. En tout cas, je pense que c'est des candidatures sérieuses des 2 côtés et c'est le 2 qui fait sens d'évaluer à mon sens. Et moi, effectivement, à ce compte-là, ma préférence, elle va pour Eric Schell parce que il y a 3 points objectifs que j'ai essayé de regarder. C'est le contexte. Déjà, tu arrives dans un contexte où tu vas jouer 12 matchs de Ligue 1 qui sont couperés, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en te disant que chaque match perdu, parce que tu as déjà perdu beaucoup trop de points bêtes, bah, finalement, c'est le podium qui risque de s'échapper et tu vas avoir une course ardue au podium avec Lens et Lyon. Et ça, c'est un contexte que Eric Schell a parfaitement dompté quand il a pris le Nigeria, parce qu'il récupère l'équipe en pleine qualif de Coupe du Monde, avec déjà beaucoup de points bêtes perdus également, et il jouait quasiment, il expliquait très bien dans une interview à l'after qu'il a joué ces matchs-là avec l'interdiction de perdre, donc il est assez familier de ce contexte-là. Je trouve que la dimension de ces matchs regroupés en 3 mois, avec en plus les 3 matchs de Coupe de France et affinité, ça donne un aspect qui dresse le profil plutôt d'un entraîneur de sélection, à mon sens, parce qu'il va falloir travailler vite, bien, dans l'urgence et avec beaucoup de pression. Et c'est en ça que je préfère la candidature d'Eric Schell à celle d'Habib Beye, qui, à mon sens, pose plus de doutes sur ce point-là. Il y a la question du plan de jeu, ça c'est le deuxième aspect. Il a un système préférentiel très clair dont il parle très souvent, c'est ce fameux 4-4 de losange qui mesure, qui maîtrise très très bien et qui, à mon sens, est en mesure de mettre en place rapidement. Pour moi, il y a beaucoup de ces idées de jeu, de ces principes de jeu qui font écho à celles que tu as pu avoir avec Roberto De Zerbi et à mon sens, qui peuvent se répliquer assez facilement et notamment l'idée de jouer constamment pour marquer. Le seul bémol, c'est la dimension physique qu'exige son animation parce qu'on n'a pas un effectif, à mon sens, taillé pour être généreux dans les courses. Et lui-même a déjà souffert de ça, à mon sens, pendant la CAN. Il avait un jeu très énergivore et on l'a vu contre le Maroc, son équipe a baissé en intensité physique parce que ils ont touché leur pic de la compétition en quart de finale contre le Nigeria. Donc ça peut soulever la question d'une mauvaise préparation physique. Mais je pense que c'était quand même très circonstancié au vu des différentes polémiques qu'on a eues avec le Nigeria.
la gestion des voyages, etc. Et deux, encore une fois, quand on écoute l'interview, je trouve qu'il s'en explique très bien. Donc j'ai bon espoir que ça puisse être gommé à Marseille. Et après, le troisième point, c'est la gestion émotionnelle du vestiaire, parce qu'à ce stade, c'est exactement ce dont tu as besoin. C'est le plus important, je pense, plus que ce que tu vas mettre en place. C'est ta capacité à capter rapidement les mecs et à gérer un vestiaire qui doit être forcément marqué dans le bon ou dans le moins bon. Il y en a peut-être qui se réjouissent du départ de Deserbi. Mais ça, c'est un aspect qu'il a qui est très intéressant. Pour le coup, c'est quelqu'un de très charismatique qui a une dimension très attachante aussi. Et la façon dont il a réussi à gérer le vestiaire du Nigeria, qui est un vestiaire en plus très hétérogène avec des superstars à l'échelle du continent comme Osimhen et Lookman, lui t'explique qu'il a eu aucun souci à gérer ces personnes-là et ces joueurs-là, alors que beaucoup d'entraîneurs se sont un peu cassés les dents sur ces joueurs-là. Il explique qu'il est toujours sincère et honnête et que ça a fait écho avec ses joueurs, donc je pense que ça pourrait aider. Et donc, bah, c'est les 3 critères qui font que pour moi, Eric Schell est un candidat sérieux et qui m'intéresse pour le poste. Alors est-ce qu'il l'aura ou pas, je sais pas. Et sur l'aspect uniquement subjectif, le fait qu'il érige Marcelo Bielsa comme modèle, naturellement, je suis pas sensible à ça. Et le fait qu'il clame toujours à qui veut l'entendre, qui joue au foot pour marquer des buts, forcément, ça me laisse pas indifférent. C'est une candidature qui vous intéresse, vous, ou parce que a priori, ce qu'on tend à comprendre de ces derniers jours, et on se dirige vraiment vers ça, c'est quelqu'un qui viendrait sur un contrat de 3 mois plus X. Tu fais un peu le taf, tu restes sur les prochaines années. Et puis si tout est sclérosé et qu'il n'y a rien à tirer, bah en mai, tu te serres la main et bon vent pour tout le monde. Déjà, est-ce que selon vous, au Petit Alba, c'est la bonne solution? Est-ce que la liste des entraîneurs libres permet d'en avoir une autre? Et j'ai un peu l'impression que, alors je sais pas pour Eric Schell parce que peut-être moins, mais en tout cas, ce côté 3 mois plus X, il est parfait pour la candidature d'Habib Beye, mais du point de Mmh. vue d'Habib Beye, pas forcément du point de vue du Oui, club. ouais, complètement. Bah, déjà, Bibey, il était plus ou moins dans cette configuration-là, bon, avec Rennes. Là, de ce que j'avais compris, il était d'accord sur le fait que s'il se qualifiait pas en Coupe d'Europe, bah, il quittait Rennes. Donc, au final, ça serait juste la continuité de ce qu'il a vécu à Rennes. Donc oui, cette configuration-là l'arrangerait parce qu'au final, si il passe à côté de l'objectif, ben, il part sans qu'il y ait de choses à redire. Après, à voir s'il y a Coupe de France ou pas Coupe de France, ça c'est un autre sujet. Mais après, moi sur la liste des entraîneurs dispo, euh, là t'es dans une, en gros, par rapport aussi à ce qu'a dit Opti durant le podcast. S'il n'y a pas la Coupe de France, en vrai, de Zerbi qui finisse la saison ou pas, enfin, tu t'en cognes, quoi. Parce que, au final, tu te dis, dans la logique, il fait des objectifs, sinon il les fait pas. Et donc là, il s'en va pour insuffler quelque chose de nouveau, pour atteindre les objectifs. Et je vois pas dans la liste des entraîneurs dispo, on va dire les premières et deuxième pages, hein, on va pas aller jusqu'à je sais pas où, mais je vois pas d'entraîneur qui sera en mesure de dire aujourd'hui, mi-février, ouais, c'est le bon moment pour moi de prendre l'OM. Moi, personnellement, si j'en avais un, j'aimerais un mec comme Xavi te dise, ouais, moi, Marseille, ça m'intéresse. Je serais content, hein, ça me rassurerait, on va dire, que ça soit Xavi le nouvel entraîneur de l'OM. Mais ça arrivera pas. Il y a très peu de chances pour que ça arrive. Après, si ça arrive, tant mieux, mais je pense pas. Et je me dis, qu'un entraîneur qui connaît le championnat de France, qui connaît l'environnement, qui est en mesure de voilà, remobiliser tout le monde, faire une énième mission commando, ben, il y en a pas un million. Et les 3 noms qui sont sortis dans la presse, je pense qu'ils concordent bien avec ce qui est attendu. Et même s'il y a des doutes évidents, que ce soit sur Eric Schell ou Habib Beye, je me dis, on a tellement testé tout type d'entraîneur que prendre un entraîneur qui n'a pas l'expérience d'un très grand club, qui n'a pas l'expérience d'un environnement vraiment qui est de la grandeur de l'OM, il y a pas de raison que ça fasse pas de mal au club. Euh, Moi, je souscris totalement au discours de Younes sur Shell, sur Eric Shell. Et j'ai juste une crainte, c'est qu'il y a trop peu de passifs au club, de passifs en club.
Et j'aimerais bien un mec qui connaît la Ligue 1 ou du moins le très haut niveau en club pour la fin de saison. Moi, mon choix idéal, mais dans le contexte, c'est un coup à le griller, alors que si tu le fais dans un meilleur contexte, c'est plus simple. C'est Hez. Mais vraiment, le griller, je me sens pas, tu vois, parce que moi, c'est vraiment un entraîneur que j'apprécie. Après, il y a Bey. J'aime bien l'entraîneur et le romantisme du mec qui portait le brassard en 2006-2007, qui revient 20 ans plus tard pour une mission commando et qui prend la Coupe de France. Ça m'excite de timbrer. Et après, comme l'a dit Alba, il y a les autres managers libres. On n'a pas envie de leur... Bon, il y en a qui vont pas nous donner l'heure. Il y en a un que j'aime beaucoup, que tout le monde ici aime beaucoup. Mais est-ce qu'on a envie de tenter l'histoire du retour? Je crois que c'est un peu haché. Hein, excusez-moi de la vulgarité comme idée. Après, le nom qui est Trop gros sorti... moi- passif aussi, peut-être. Trop gros Qui passif avec... On parle du même, Ouais, on parle du même. mais trop gros passif. Et avec le board, et avec les supporters, Et avec l'environnement actuel, et avec les joueurs l'environnement. actuels. Tu Après, le mets après même pas pour, dans le, de bonnes conditions, là, du tout. pour le coup, tu vois, tout à l'heure, on parlait de réhabilitation. Si j'ai bien vu un mec dans mes proches qui ont réhabilité ce mec, alors que je m'en rappelle. Les gars, j'étais là. Tu vois, mes amis, du coup, je traînais avec vous, les mecs. Pour info, au petit, il y a une liste noire. Il a classé tous les supporters de l'OM à l'époque de Tudor en Euh, pro ou en pire. Et il se rappelle parfaitement Il a la de qui liste. était où. je l'ai- il y a, il y a une liste plus importante à consulter en ce moment sur Internet, mais j'en ai une aussi. Mais du coup, le dernier qui est sorti, moi, qui peut me plaire, parce que c'est un gagnant de trophée, c'est Conceição. Mais bon, Conceição, il vient pour la mission commando, il a réussi. Tu peux pas lui dire casse-toi après. Alors qu'en vrai, je serais pas trop contre lui dire, genre, après qu'il ait ramené le trophée, lui dire, bon, Serge, ouais, c'était sympa, maintenant, bouge, s'il te plaît. Retourne. Ouais, bouge. Ça, merci pour la coupe, bouge maintenant. Donc, Et- à voir, à voir. Et toi, Max, parce que tu t'es pas mouillé, tu nous as sollicité, qu'est-ce qui te ferait vibrer? Vous allez me prendre pour un fou, parce qu'en fait, j'y crois pas. Mais, tout à l'heure, je me disais, alors, il y a des petites différences dans et je reprends mes notes, parce que vraiment, c'est une réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Il y a des petites différences sur plein de choses. Mais est-ce que Pancho ne peut pas être notre Roberto Di Matteo? Et Ah, je laisse Non, c'est- les deux premiers qui ont le droit de répondre, c'est ceux avec l'accent marseillais. Et moi, je réponds en premier et je donne le micro à Alba pour répondre. Vas-y, Alba, réponds à Pancho. Vas-y. C'est un scandale si ça arrive. C'est un scandale. C'est un scandale. Après, on n'est pas à l'abri d'une victoire. Ah, et- D'une parce victoire à que- Strasbourg et d'une autre victoire la semaine d'après, parce que le mec qui veut signer, ben, il prend son temps, il doit gérer un déménagement et il reste. Mais non, si ça arrive, c'est un Parce que scandale. et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je sais plus, il y a pas si longtemps que ça, pour d'autres travaux, j'ai regardé les coachs qui avaient gagné la Ligue des Champions. Et avec tout mon respect, Roberto Di Matteo, il a un peu dénoté de la liste. Et toute proportion gardée, c'est vrai que si l'OM prend un trophée avec Pancho sur le banc, après X années de désespoir, mais- l'image est très olympique de Marseille. À moi, c'est Mais j'y crois pas du tout. Avec Alba, j'ai transmis le micro à Alba pour qu'elle rigole. Mais lui, comme moi, à mon avis, honnêtement, c'est le rêve. Je pense que c'est le rêve de notre vie. Franchement, oui. genre, c'est Ah oui. gagner un titre avec Pancho. Je peux me passer peut-être pas la main droite parce que je suis droitier, mais peut-être la main gauche. Je peux, tu vois, peut-être, allez, pas définitivement, mais tu me dis, je me pète le bras, on prend la coupe avec Pancho. J'aurais pu y croire si le pouvoir de l'amitié était un petit peu plus présent dans le vestiaire. Si tout ça était un peu moins fracturé, tu m'aurais dit, tu fais vraiment un commando déjà de 3-4 semaines et tu vois un peu avant la Coupe de France comment si ça tourne chocolat ou pas. Après, tu bats, comme a dit Alba, tu bats Strasbourg, tu bats Brest. Mais après, Max, il a raison. Si t'as Drogba, John Terry, Carvalho, Lampard. Ouais, oui.
Bah oui, tu vois, au-delà des footballeurs qui sont, t'as des leaders affirmés, Ouais, tu ouais. vois. Certes, ils ont eu la tête à l'époque à Chelsea de Villas-Boas, mais les mecs, union sacrée, tu vois. Là, je mets Pancho dans le vestiaire, il demande l'union sacrée, je pense. Alors, il demande au leader, vas-y, Pierre, Léo, vous pouvez faire un peu quelque chose là pour mobiliser tout le monde. Je pense ils se regardent tous et ils se disent, Bah, on a déjà, déjà ces deux-là, essayé, ces hein. deux-là vont T'as devoir pas les régler, ingrédients. Bah vont oui, devoir régler le problème que le diffuseur va mettre dans le vestiaire, à mon avis, dimanche. Je bah sais oui, plus. déjà C'est juste prévu ça, vendredi, je crois, mais juste ça, t'as déjà ça à régler. Mais je pense que malheureusement, il n'y a pas assez d'union sacrée pour espérer que Pancho, T'as pas les ingrédients, ouais, pour le ouais, même on contexte. part, Je suis en déçu, fait, on Max. part d'autres. Je pensais que t'allais pousser Will Steele. bah non, non. Déjà parce que je suis fidèle en amitié, et je sais ce qui s'est passé un peu au stade de Reims, donc la fin de cycle était quand même très très difficile à vivre au stade de Reims, et pas qu'à cause du stade de Reims. Mais non, au-delà de ça, je pense que c'est trop gros pour lui. Je sais plus, j'ai vu passer une interview de lui dire qu'il était un peu chaud pour revenir en France, notamment. Et ça parlait potentiellement de lui. Alors pas forcément Saint-Étienne, parce qu'il allait pas reprendre une Ligue 2. Encore que une Ligue 2 avec un énorme budget, ça aurait pas été déconnant pour lui. Mais quand je vois qu'il est un peu chaud pour des postes type Nantes, avec tout le respect que j'ai pour Will Steele, même s'il pourrait sans doute faire des choses, on peut pas lui offrir ce vestiaire-là de Marseille sur une période du club aussi importante. Parce que quoi qu'on en dise, même si là on déconne et on parle de candidature un peu comme ça à la volée, bah, et tu fais bien de le rappeler à chaque émission au petit, on est à 3 matchs d'un trophée. Et ce, peu importe, et pas n'importe quel trophée en plus, et pas n'importe quel trophée par rapport à ton histoire personnelle avec ce trophée-là. Ouais, pas celle en chocolat du mois de janvier. Exactement. Et rien que pour ça, je pense que même si je suis un peu anesthésié de tout avec ce club depuis quelques semaines, et au final, je pense que je vais juste adouber celui qui vient. Et vas-y, on regardera ce qu'il fait et on ira avec lui. Mais c'est quand même un choix important. Et je pense que c'est aussi un choix important, et on s'en rend pas compte et on l'a pas évoqué, parce que le dossier du jour n'était pas pour eux, mais c'est aussi un choix important à faire pour Longoria, pour Mehdi Benatia, voire même plus haut. Alors, j'ai pas forcément envie de citer le bras droit de Franck McCourt, mais on va juste parler de Franck McCourt. On est à 3 matchs d'un trophée. Et sur une saison où t'as vraiment plus rien à jouer, moi je suis pour un peu des fois la rigolade. Tu mets vraiment, tu vois, tu mets un type avec des allumettes dans le feu. Moi, ça peut me faire marrer quand t'as rien à jouer. Sauf que là, c'est pas le cas. Et au-delà je m'en fous en fait de finir devant Lens, de faire bon, 3 ou 4, il y a quand même une incidence. Mais les enjeux, ils sont plus en championnat. Si t'avais plus que le championnat, je te dirais presque, vas-y, je suis tellement loin de ce que j'attendais que peu importe un peu. Sauf que là, t'as 3 matchs. Et en l'occurrence, je pense que celui qui est le plus à même de déclencher un vrai déclic, mais il faut être sûr de soi parce que le vestiaire m'a l'air bien complexe, c'est Conceição. Et avec le risque aussi que tu passes pas le cut du quart de finale, et que tu t'aies un peu peur de la fin de saison au championnat. Mais je pense que celui qui peut le plus te déclencher un truc comme ça, et aussi celui qui va arriver et qui va mettre un peu tout le monde d'accord de par rapport à sa carrière, de par rapport à sa carrière de coach, de joueur. Il arrive, il est plus grand que tout le monde. Et tout mon respect à Bib Bey et à Eric Schell, c'est pas la même stature quand il arrive. Après, c'est encore un type qui va, je pense, arriver avec un staff XXL, qui va pas vouloir se contenter des miettes sur 3 mois, et tranquille, on fait 3 mois et on boit un café en mai, on évoque le truc. Non, il va vouloir sécuriser. Et si tu vas le chercher pour, a priori, c'est 4,5 millions pour le sortir de son club actuel, c'est pareil, c'est un petit investissement. À l'échelle de la saison, c'est pas grand-chose. Mais j'allais dire 4,5 mois pour 3 mois, ça fait cher.
Après, on a fait des achats pour moins de temps que ça, qui coûtaient cher aussi au final. Mais voilà, si tu me demandes là tout de suite, si le vestiaire l'accepte et est capable de se remettre au travail, et que tout le monde met son ego de côté, je te dis comme ça. Pour rebondir, on va pas tarder à clôturer, je pense. Si c'est 4,5 millions pour un coach bien meilleur que les autres, et donc bien plus à même d'aller reprendre la 3e place au-delà et de le trophée et la 3e place, et je sais pas combien on a gagné cette année en Ligue des Champions pour aller chercher 60 millions d'euros. L'Olympique de Marseille et ses dirigeants nous ont montré que de temps en temps, ils savaient pas trop compter. Mais là, s'ils n'arrivent pas à compter ça, ouais, c'est pas juste l'OM qui doit les mettre à la porte, c'est tout. C'est le football européen qui doit leur dire d'arrêter de pratiquer dans le milieu. Après, moi, je sais pas à quel degré il faut responsabiliser les joueurs dans le choix, mais j'ai presque, ça c'est un truc impalpable que nous on peut pas sentir. Est-ce qu'ils ont envie de se faire cajoler, un peu comme a pu le faire Gasset Printemps quand ils sont arrivés, et de soigner les têtes par la calinothérapie, ou est-ce que tu as besoin de leur mettre des grands coups de pied au cul, et c'est tous des grands garçons, et même s'ils l'ont pas prouvé cette saison, ils peuvent s'impliquer et se responsabiliser et agir en homme pendant 3 mois, tous ensemble. J'ai un peu peur que ce soit la première des hypothèses. Et dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée de leur ramener contre Sao, je pense. Mais là, par contre, si on commence à... Moi, je coupe parce que si on commence à rentrer dans ce débat-là, je pense que vraiment, il y a énormément de choses à dire sur la thérapie qu'il faut appliquer pour les joueurs parce que je pense qu'on sera vraiment pas d'accord. Eh ben, je pense qu'on fera ce débat la semaine prochaine. Ouais, Quand on en voilà, saura déjà un peu plus. exactement. Quand on en saura plus. J'imagine que le coach sera nommé. Je pense qu'on est tous d'accord, on va conclure là-dessus, mais que ce week-end, c'est Pancho sur le banc, Pancho Romain Ferrier. Et s'il y a un avion qui atterrit, il atterrira au mieux vendredi, et au pire dans le week-end avec un grand si, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire 2 ou 3 matchs avec une intérim. S'ils sont malins, ils annoncent pas avant le match, pour moi. Enfin, pour moi, tu annonces rien avant le match, même si tu boucles. Mais vu qu'ils sont pas malins, ils sont capables de l'annoncer avant. Ouais. Pour désamorcer le plus rapidement possible. C'est possible aussi. Younes, le mot de la fin, parce que c'est quand même la dernière fois, peut-être que tu parleras de Roberto De Zerbi. Tu ranges la tunique d'avocat officiellement. Exactement, et j'attends encore de savoir laquelle je vais devoir revêtir. Mais oui, grazie Roberto. Et puis bien, du coup, welcome in London, Younes. Alors, je suis attaché au service de l'Olympique de Marseille, donc je prendrai la robe du nouvel entraîneur et je ne suivrai pas Roberto. Le chemin s'arrête ici. Et on va quand même garder le concours de prono jusqu'au bout, même s'il y a eu un petit changement. Du coup, Alba, traditionnelle question de fin d'émission. Prono pour ce week-end. 2-1. 2-1 pour l'OM. 2-1. Un petit 2-1. Et je suis exactement d'accord. J'aurais dit 1-0 ou 2-1. Donc pour pas dire comme toi, je vais dire 1-0. Mais je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. Ouais, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils vont prendre leur petit but à la con, comme d'habitude. Parce qu'ils savent pas faire autrement. Après, à 2-1, je vois pas comment tu restes à 2-1. Pour moi, 2-1, il y a 2-2 qui va avec, hein, mais bon. Non, c'est fini, ça. Il y a il y a le début d'électrochoc. C'est fini, ça. Ouais. Il y a le début d'électrochoc. Comme il a dit au petit, ça y est, c'est fini. Je ne sais pas quel joueur je vais avoir. Non, pardon, désolé, je relisais mes fiches. Le communiqué de presse. Samedi, ouais, j'ai envie de dire une victoire 3-0. Alors, j'ai la haine parce que j'allais dire c'est soit 2-1, soit 3Z. Et vu que mes deux compères d'avant fait du 2-1, ils allaient dire le 3Z. Mais du coup, il me reste rien. 3-1. 3-1. Donc, il n'y a pas Strasbourg qui vient poser un truc de fou, là, samedi 17h. C'est pas possible. Ismaël Doucouré out. Je crois que ça en prend 3, je crois. Je crois que ça en prend. Ouais, il y a quelques absents, a priori. On se fera confirmer ça quand on verra les confs, mais il y a quelques absents de leur côté ce week-end. Doucouré, c'est sûr. Je crois que Doué est pas là non plus. Oh 4 et Méga. Et Méga non plus. Ouais. Bah, tant qu'on y est, je vais vous chercher ça pendant une toute petite seconde, et après on rend l'antenne. L'occasion de redire, hein, n'hésitez pas, vous êtes
des dizaines et des dizaines à nous avoir mis des petits pouces magiques un peu partout sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Ça nous aide beaucoup et ça permet à plus en plus de gens de voir les émissions. Donc merci pour ça. Et n'hésitez surtout pas à continuer. Alors, Doucouré Anselmino, Emega, Oyodele de Sur et un certain Gueladoué Abdul Ouattara, a priori. Quand même, hein. Anselmino, c'est parce qu'il joue avec Chelsea ou rien à voir? Ah non. Il est en double contrat. Ils savent pas encore où est-ce qu'ils ont le plus besoin de lui. Merci messieurs. Merci à vous. Et on se retrouve Merci à la vous. semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.